Voilà, j'ouvre la séance de notre réunion de cercle. Nous sommes aujourd'hui dans une réunion large. Vous savez qu'on a des réunions mensuelles de club et puis des réunions plus larges comme aujourd'hui, avec un sujet extrêmement important sur lequel on revient, et on est revenu déjà plusieurs fois, qui sont les data et la santé travail. Et on voit bien qu'avec les progrès actuels dans l'environnement dans lequel nous sommes, l'existence des data, mais surtout leur bonne utilisation, nous donne des pistes pour un pilotage plus efficace de la prévention. Voilà, donc merci à tous nos intervenants, merci aux participants, et Anne-Marie prend en main le pilotage de la réunion. Merci à tous. Et alors on commence toujours par être désagréable, parce que sinon c'est pas une vraie visio. Et donc en vous demandant, quand vous n'êtes pas intervenant, et ben d'avoir la gentillesse, alors pas quand c'est moi qui parle, c'est pas très grave, mais quand ce sera les autres, ce sera très important, de bien vouloir couper micro et caméra, parce qu'en plus à la fois pour les bandes passantes et puis pour le replay après, ça sera meilleur. Voilà, donc bienvenue à vous tous. Et ça a l'air de rien, mais ce qui est en fait notre 14e UX Forum. Et donc vous connaissez peut-être notre formule de UX Forum au sein de l'entreprise et santé, c'est expression du terrain, puisque nous on croit que ce qu'on touche, et donc ce qui vient du terrain sur la question des data santé travail. Alors si vous voulez bien, et ben voilà, je vous salue, c'est le 14e, et donc je ne vous raconte pas les difficultés et autres qu'on a eues. Donc on a commencé, je vous montrerai tout à l'heure, par le stade optatif, c'est-à-dire qu'en gros, il n'y avait rien du tout, si ce n'est des envies, et nous qui avions fortement envie de monter les choses, encore une fois, de façon objective, sur une base de data, et pas seulement, on verra tout à l'heure, sur ce qui est le plus fréquent, c'est quand c'est pas le doigt mouillé sur des sondages, et puis quelquefois c'est apparente, mais véritablement sur des datas. Donc bienvenue à tous, et si vous voulez bien, donc encore une fois, et pardon de me répéter, peut-être qu'il faudrait le mettre là, c'est que tous ceux, et on est ravis de les avoir, qui ne sont pas intervenants, s'ils peuvent couper leur micro, donc voilà, et leur caméra, ça sera vraiment sympathique. Alors, et voilà Fabrice qui arrive, donc on est tout à fait content là-dessus. Alors si vous voulez bien, je vais quand même, bienvenue pour cette table ronde en visio, pardon. Il peut le projeter. Oui, voilà. C'est pour cette table ronde en visio sur les data. Donc qui est les data, notre data, c'est facile, mais c'est quand même notre data depuis un peu plus de 5 ans. Et pas pour rien, mais pas seulement pour le plaisir, pas seulement pour les études, mais surtout pour piloter la prévention et la santé globale au travail. Voilà. Et donc, le petit dessin représente bien ce qu'on veut, c'est-à-dire que c'est l'opérationnel, là c'est sur un chantier, mais ça pourrait être n'importe où, et avec un ensemble de data. Alors pardon, parce que les termes sont souvent des termes anglo-saxons sur les big data, et c'est bien les données massives dont il s'agit et qui sont intéressantes, et on verra une des extrapolations tout à l'heure qui est celle des synthétiques data, et puis tout ce qui a trait au capital humain. Alors en vous saluant, je vous dis quand même 3 mots sur qui on est. Et donc nous on existe, mine de rien, depuis 2006 quand même. Oui, tout à fait. Si vous pouvez couper les micros, là ça sera sympa. Sur l'avenir donc de la relation au travail et la responsabilité sociétale en action via la santé et le global de la santé, c'est-à-dire vraiment la santé globale et pas seulement la santé au travail de façon réglementaire. Alors vous voyez que ce qui nous définit finalement, c'est une espèce de trait d'union rouge là, qui est entre les deux sur santé et travail. Alors je suis très fière parce que je ne sais pas si vous savez, c'est que la trace, alors c'est le quadratin complet, c'est le quadratin qui est, paraît-il, l'un des trucs auxquels on repère si les gens ont pompé des trucs dans l'intelligence artificielle ou pas, c'est la fréquence du quadratin qui d'un seul coup, signe typographique, a envahi. Alors nous, on est à mi-chemin entre le trait d'union, et c'est bien ce qu'on veut faire, c'est toutes les interactions entre le santé et le travail, et le demi-quadratin, donc ça veut dire qu'on est soit demi-intelligent, soit demi-artificiel, mais enfin bref, en tout cas, on se traduit plutôt comme tiers de vigilance, et surtout tiers de prévenance. D'abord parce que personnellement j'aime pas le terme de prévention qui est un terme initialement négatif, et donc un prévenu c'était quelqu'un qui se saluait avec un autre avec les menottes, donc c'est pas trop ça. Et voilà, donc ça c'est nous,
Et puis je vais vous présenter, si vous voulez bien, pour aujourd'hui, je voulais présenter, finalement, c'est des brochettes par ordre d'apparition à l'écran, qui vont intervenir aujourd'hui, donc de façon concrète, sur la question de l'utilisation, parce que la vraie question, c'est non seulement qu'il en existe, mais comment on utilise ces datas. Et donc Benedetto, que je salue, qui est Benedetto Gesmondo, donc qui est médecin coordonnateur d'un nouvel ensemble qui s'appelle Proméum. Et Proméum donc, est né, je crois, de la fusion, en train de naître de la fusion de deux grands services interentreprises de santé au travail. Et vous verrez que sa spécificité à lui, c'est à la limite et à l'ensemble de Proméum, c'est de penser leur dynamique à partir des datas. Encore un médecin, alors on salue avec révérence tous ces médecins et on a un peu honte de ne pas en être, mais enfin quand même. Fabrice Michalz qui est là aussi, qui est lui médecin coordonnateur de 1924, c'est-à-dire Corrèze d'Ornogne, et qui est aussi un service interentreprises. Il y a plein de marottes comme nous, je ne sais pas celle qui choisira aujourd'hui, mais il avait avec, j'allais dire, son voisin sur l'écran, et qui avant était son co-pilote, et qui est Laurent Eck, et qui maintenant est passé en Touraine, d'utiliser justement les datas pour mieux cibler des actions de prévention. Il y a des bruits bizarres, mais non, ça va. Voilà, donc, service interentreprise de santé au travail. Ensuite, je ne sais pas si Carline et Sabrine Berada sont là, mais là c'est le grand tandem, elles sont là, alors c'est superbe, c'est le grand tandem tonique du centre prévention et travail, les termes sont choisis, de l'hôpital Foch, ceux qui sont membres du cercle et qui étaient là ont eu le privilège de pouvoir visiter en direct le centre globalement au mois de juillet. C'est complètement génial, donc on les accueille, on les admire depuis 3 ans, un peu globalement un peu plus, et docteur Karine Amiel, donc là ici, révérence, médecin coordonnateur de l'hôpital Foch, et donc elles sont à l'origine d'un concept génial qui est celui du centre de prévention et travail, dont l'un des pieds est en cours de constitution sur justement en action recherche sur les datas. On a un strapontin, pardon Catherine si vous êtes là, de dire que vous serez sur un strapontin, mais vous serez vraiment sur un strapontin. Vous serez vraiment sur un strapontin parce que c'est aussi une autre utilisation tout à fait géniale, et on fera sans doute une séance un jour spécifiquement là-dessus, d'une utilisation territoriale cette fois-ci des données et des données de santé et travail dans un observatoire régional justement occitan d'Occitanie là-dessus. Voilà, donc là seraient nos 4 témoins qu'on appelle acteurs ou actrices éclaireurs et qui sont en avance. Je suis navré de dire, pardon pour nous, c'est qu'il n'y a pas de Parisiens, et donc on est très fiers. Laurent, quand il se présentera, parce qu'il va arriver un peu plus tard, il dit toujours, moi je suis un petit service de province, bon d'accord, mais néanmoins hyperactif. Et puis, du côté, alors j'allais dire, de ceux qu'on appelle les grands gourous, et qui vont être l'œil, c'est un peu l'œil prospectif de ce qui va guider demain, finalement, l'exploitation de ces datas et leur utilisation en santé-travail, c'est Pierre-Antoine Gouraud. Alors je ne sais pas si Pierre-Antoine, si vous êtes là. Bonjour, bonjour. En tout cas, je le salue, professeur Gouraud, donc, qui est professeur des universités au CHU de Nantes et qui est le... Bonjour Anne-Marie, je suis là. Ah, génial, génial. Alors, je vais pouvoir dire plein de mal de vous, et donc il a été... Non, je me méfie déjà. Oui, exactement. L'enthousiasme ne se dément pas. Voilà, et donc, Pierre-Antoine, en matière de ce qui est vraiment l'avenir, non seulement des données de santé, mais encore plus des données de santé de travail, même si c'est pas simple en ce moment. Voilà, il est l'apôtre des données synthétiques. On verra ce que c'est. Moi, j'ai découvert ça il y a quelques années, d'abord en ingénierie et ensuite dans un hôpital à Tel Aviv, d'ailleurs, mais voilà. Et puis, donc là, ça sera l'œil de demain. Oui, parce que pour moi, un recours essentiel, ça sera justement les données synthétiques sur ce point. Et puis, mettre Michel Ledoux, alors que vous connaissez Qui fait peur à d'aucuns, mais il y a d'autres, et que plein d'autres adorent, et nous, on est partis, peut-être des deux côtés d'ailleurs, finalement. Et donc, c'est vraiment l'avocat et le cabinet spécialisé en enjeux de santé, sécurité au travail, et donc sur ce qui est... un peu difficultueux en ce moment, et qui est la question du dialogue social. Voilà. Et puis, mon président et moi-même, pour la suite. Alors, avant de vous passer directement la question, voilà, on est en 2025, on est en France, on va regarder l'avenir. Vous allez vous demander d'où est-ce qu'elle sort quand on est le 14e. Alors, c'est vrai qu'on a eu beaucoup de mal à aborder
et surtout à faire aborder, parce que je ne vous raconte pas les portes qu'on s'est pris dans le nez, les politiques de la même façon, qui nous avaient dit qu'il venait un député, et puis qu'il nous a joué l'Arlésienne, il n'est jamais venu sur un truc, enfin bref, et c'est extrêmement difficile, donc on a tourné tout autour, et je voudrais juste vous reparler d'une chose, alors vraiment c'est une marotte, parce que pour vous dire, moi je viens de la prospective et du marketing, et donc qui sont beaucoup appuyés, je vais dire maintenant comme le sont beaucoup les RH et autres, sur les enquêtes et les sondages. Et il y a une vieille confusion partout entre les données qui sortent, on ne peut même pas dire les données, enfin les résultats qui sortent des sondages, qui sont des mesures le plus souvent de perception, qui sont des mesures d'opinion, qui se font sur des échantillons, avec tous les biais possibles, non seulement de construction d'échantillons, mais aussi de non-savoir-faire, de beaucoup en matière de construction de questionnaires, qui vous posent la question, est-ce que vous préférez être riche et bien portant ou pauvre et malade, enfin, j'exagère à peine, mais c'est de ce type-là, et qui surtout sont du déclaratif. Et déclarer qu'on a un comportement et l'avoir effectivement, comme vous le savez, si vous avez des enfants ou n'importe qui, vous savez que c'est quand même quelque part un peu différent, et pour nos contemporains aussi. Donc il y a plein de biais. Je vous donne deux exemples. Un exemple en matière, prenons de santé-alimentation. En santé-alimentation, tout le monde sait et tout le monde dit, mais oui, ma bonne dame, moi je mange 5 fruits et légumes par jour et je sais que c'est très très bien pour la santé. Et donc 98% disent que c'est bien et 80% disent qu'il le faut. Maintenant, quand vous, et ça c'est du déclaratif. Maintenant, quand vous auscultez, que vous êtes un marketeur et que vous auscultez vraiment le panier de la ménagère, c'est-à-dire que vous avez les retours de consommation et d'achat réel de fruits et légumes, et bien c'est pas la même chose, on est plutôt près de 30% et encore les bons jours. Pareil en sécurité, et là, je veux dire, c'est pas, je crois qu'on a un ou deux INRS qui sont globalement là, et eux, ils nous ont démontré ça il y a 20 ans. C'est en gros, entre les gens qui disent, qui portent sur les endroits où ils doivent le porter, des EPI, des équipements de protection, ils vous disent tous à 98%, ouais, moi je le fais et tout. Quand on fait, donc là c'est des datas ponctuelles, c'est pas des datas massives, mais à contrôle, vous avez 65%, en gros. Donc, ça, c'est la grande différence, et c'est pour ça que nous, on est apôtres des vraies datas, des données massives, qui sont des datas réelles sur lesquelles on va revenir tout à l'heure. Et encore un point sur les précédents. Donc le numéro 1, je ne sais pas s'il est là, on avait la chance d'avoir et d'être appuyé par Philippe Garapiol, qui à l'époque était secrétaire général du CNOC là-dessus, et on avait fait un premier truc qui était en plein Covid d'ailleurs, tout à fait exploratoire, en regardant sur l'innovation. Donc qu'est-ce qu'il y avait de nouveau? Donc, on avait pris à la fois de l'IoT et des exosquelettes, on avait un exemple de la poste avec une fille qui formait par exemple, c'était toutes les utilisations possibles dans le monde du travail, comment on pourrait les appliquer là-dessus. Et le numéro 2, alors on était très ambitieux et on a carrément affiché besoin de data en santé-travail. Quels sont les défis? Parce que à l'époque, disons les choses, 21 janvier, donc la mort de Louis XVI, mais en 2021, et pour nous c'était donc il y a maintenant un certain temps, comme dirait Canon, ça fait plus de 4 ans, il va se poser cette question. Et donc là vous voyez, on avait tout un tas de très belles têtes, pardon Pierre-Antoine de vous mettre, mais voilà, vous avez été l'un des pionniers, donc on avait Pierre-Antoine déjà sur les données synthétiques, Gustave Roussy, l'Institut Gustave Roussy, donc du cancer que tout le monde connaît, et parce qu'eux-mêmes sont, je veux dire, pour le suivi des malades, je veux dire, des pathologies en relation dans le monde entier et avec des vrais data. On avait aussi, je dirais qu'à l'époque, elle n'était pas complètement connue, maintenant c'est vraiment, tout le monde fait encore plus révérence, donc Stéphanie Lassonnière, professeure Lassonnière, qui nous avait fait une démonstration sur des jumeaux numériques, par exemple, médicaux en matière de cancer, et je lui ai posé la question très insidieuse à la fin, je lui ai dit, mais Stéphanie, quand est-ce qu'on fait ça pour faire des TMS? Elle me dit, mais Anne-Marie, le petit doigt sur la couture de pantalon, quand vous voulez, mais on n'a pas les datas. Donc, encore une fois, problème de data. Le Health Data Hub qui venait de se lancer, donc on a essayé de pousser avec Stéphanie Lassonnière là-dessus. Jérôme Chemin, que vous voyez là, donc CFDT, cadre à l'époque et spécialiste d'innovation. Et puis je la garde pour la fin parce qu'elle est toujours à la tête du service des données de santé de l'OCDE, tout à fait essentiel, Francesca Colombo. Je voudrais juste vous dire, pardon, du coup de citron que je vous mets sur l'huître. L'huître, c'est moi-même, hein, c'est pour vous. Voilà, elle nous avait fait une photographie, je lui avais posé la question, bah écoutez, finalement, la France, en matière de données de santé globale, hein, données santé hospitalière, pas les données de santé travail qui n'existaient pas, où est-ce qu'on en est? Et donc là, vous voyez, sur l'axe
parmi d'autres pays de l'OCDE. Donc là, vous voyez, sur l'axe vertical, l'abscisse, on a la gouvernance. Alors nous, elle nous avait dit, oh ben ça, en matière de gouvernance, vous en France, vous êtes géniaux. Parce que alors là, vous travaillez beaucoup la question, vous essayez la compliance, vous parlez des TIO, donc vous êtes très très en avance. Et puis l'autre axe, c'est ce qu'ils appellent la maturité d'utilisation. Alors là, c'est plus le même topo. Donc là, voilà. Donc ça, bien entendu, c'était il y a longtemps, puisque c'était il y a presque 5 ans. Mais quand on retriture les études récentes de l'OCDE, pas complètement les mêmes, on a la même chose. Donc vous voyez là, vous avez tout un peu l'entente de tête avec notamment la Finlande et la Suède, et récemment le Danemark est arrivé là-dedans. Le Royaume-Uni plus que nous. Et voilà, qui eux sont, parce qu'on rêve tous d'être, oui, le Danemark là était déjà tout là-haut, là, le meilleur du meilleur, c'est ce qu'on voudrait être demain en santé de travail. Donc voilà, ça c'est l'un des mouvements de fond. Et l'autre, tiens, pourquoi ça crie? Je m'entends moi-même. Non, c'est quelqu'un qui parle. Ah bon, alors ça va. Attends, je vais recouper celui-là. Et l'autre mouvement, c'est que, eh ben, on ne peut plus faire. On ne peut plus faire sans. C'est que la vague irrépressible de l'intelligence artificielle, l'utilisation de l'application, alors un peu tous azimuts, c'est pour ça que ça flanque la trouille, il y a plein de monde, est là, et c'est comme ça. Alors je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a 10 ans, il y avait la vague de ce qu'on appelait le BIOT, Bring Your Own Device, c'est-à-dire toutes les directions informatiques de toutes les boîtes se sont trouvées complètement submergées par les bus qui venaient avec leur propre portable, et voilà, il fallait se débrouiller avec ça, donc cybersécurité et le reste. Et là maintenant, vous savez que c'est la même chose avec l'intelligence artificielle, et que vous avez en gros les 2/3, c'est-à-dire non seulement des cadres, mais de tout ce qui est quelque part les travailleurs du savoir, qui amènent leur propre intelligence artificielle, qui souvent est plus avancée. Ils n'ont pas reçu la formation dans leur boîte, et donc le mouvement est là, et on ne va pas faire autrement. Et donc je termine sur ces datas, sur une date qui est tout à fait importante, qui est, on en a un peu parlé dans la presse, mais je dirais plus sur le résultat que sur la méthode, c'est l'université de Stanford. Donc Stanford va présenter le 29 septembre prochain, présentation mondiale, une étude donc, qui est sur l'emploi, qui est pas sur mais qui est sur l'impact de l'IA sur l'emploi, c'est sur quoi nous on avait centré la semaine dernière notre réunion. Et donc c'est une étude sur les États-Unis, véritablement données massives, parce qu'ils sont appuyés sur un truc qui s'appelle ADP, qui n'est pas l'aéroport de Paris, hein, mais c'est le plus gros opérateur américain de traitement de la paix. Et donc, ils ont 35 ou 40 millions de bus là-dessus, et ils ont isolé là-dedans un certain nombre de métiers impactés par l'intelligence artificielle, et la démonstration que, là je vais arrêter là la parenthèse, mais c'est très important que l'IA va impacter très très fortement les emplois de développement informatique, ou de développement, ou de métiers liés à l'utilisation de l'IA, c'est absolument énorme. Alors que de l'autre côté, tous les métiers, par exemple, de soignants, d'aide aux soins ou autres, et donc, si vous voulez, je vous enverrai le lien, pour nous c'est à 9h du soir, mais c'est grand-messe là-dessus. Donc, ce mouvement de l'IA, il est complètement là, et puis, tout ce qu'on fait, on fait des piges avec des revues de presse, là, globalement tous les mois, c'est 15 jours après, ce qu'on a raconté est totalement désuet sur les chiffres et sur le reste, et donc on ne peut pas faire autrement que d'y aller. Alors, avec toute cette montée en puissance, si vous voulez bien, eh bien, Benedetto, que voilà, ce va être à toi, si tu veux bien, et moi je vais couper mon partage pour te passer la parole. Voilà. Et donc, ce que je vous suggère, si je peux me permettre, à Philippe Magne qu'on salue, merci à vous d'être là, mais encore une fois, comme d'habitude, je vais être pas sympa, et pour avoir Benedetto en grand, je vais vous demander de couper vos micros et vos caméras pour qu'on puisse le voir, voilà, et moi, je vais peut-être couper la mienne aussi. Voilà, Benedetto, c'est à toi. Alors, comment se fait-il que j'ai pas de son, moi? Ah, voilà. Invitation. Ouais. Bon, vous m'entendez? Oui, c'est parfait.
Merci beaucoup pour l'invitation parce que les sujets est hyper intéressant et j'ai tout de suite accepté la participation parce que en tant que médecin coordinateur du service Proméum, bon, tu as anticipé un peu l'histoire des Proméum, mais Proméum est né en 2025. Donc c'était la création d'un nouveau service sous Lyon, sous la métropole de Lyon en région lyonnaise. Et à l'issue de la fusion des deux services, GVETRA et ST, et donc aujourd'hui on s'occupe du secteur interentreprise de la métropole. Et les chiffres sont très importants. On a 40 000 adhérentes, donc des entreprises, et un demi-million des salariés, plus d'un demi-million des salariés qui on suit sont des salariés travailleurs actifs sur les territoires. Donc vous pouvez imaginer qu'en termes des data, donc des données de santé on a pu collecter dans les passés et on continue à collecter, on est vraiment sur les big data. Ça permet quand même d'avoir une série d'informations qui est à la fin au niveau épidémiologique, c'est un mentor pour différentes études, mais là je ne vais pas anticiper. Mais moi je tiens vraiment à rassurer un peu tout le monde qu'est-ce qu'ils sont les données santé. Parce que je vois beaucoup d'inquiétudes, des gens qui viennent vers moi, qui disent oui, mais est-ce que vous avez l'autorisation, vous pouvez l'utiliser, comment ça marche, les consentements des personnes concernées. C'est vrai que dans l'activité qu'on réalise, vous pouvez imaginer, les visites déjà, ça collecte beaucoup de données individuelles des salariés qu'on voit régulièrement et des données qui sont très très sensibles et soumises aussi au secret médical. Si on parle du dossier médical santé au travail, on a aussi des données très précieuses qui viennent du monde de l'entreprise. On fait beaucoup d'actions au milieu du travail, donc on connaît les secteurs d'activité, les tailles des entreprises, les risques professionnels de chaque entreprise, plus les indicateurs, turnover, absentéisme, etc. Donc, à la fin, on ne va jamais traiter les données de manière individuelle. Donc, toute la partie réglementaire, RGPD, la partie du secret médical, il n'y a pas de discussion. Il n'est jamais mis en question. Là, on parle vraiment des grandes données pour les traiter de manière agrégée et anonymisée, bien sûr. Et tout ça, il faut avoir des objectifs. C'est-à-dire pourquoi on va traiter les big data, c'est quoi les buts de tout ça. Alors, pour un service de notre taille sur un territoire qui est bien défini, c'est très simple. C'est-à-dire on a déjà un diagnostic territorial à devoir analyser parce qu'il peut croiser une série de données qu'on a déjà à l'issue des organismes comme la CASTAC sur les incidents du travail, maladies professionnelles, mais aussi on a des informations, des datas qui vient de l'information qu'on a pu collecter, et ça nous permet d'avoir une cartographie, une photographie réelle des salariés actifs, des entreprises, et pouvoir identifier comment ils sont répartis les risques professionnels, donc les secteurs d'activité, les branches concernées, et surtout les risques émergents. Après, on a des nouveaux risques, et ça aussi, on les prend en compte. Et tout ça, l'objectif, ça rentre toujours dans la mission du service, qui est donner des actions dans la mission du service qui soient les plus ciblées possibles au territoire. Donc on doit donner quand même on donne une offre de service adaptée au territoire des salariés qui ont suivi. Et ça, on l'articule avec un document qui s'appelle projet de service. C'est un projet de service pluriannuel, ça prend en compte 5 ans pour pouvoir cibler et identifier les actions prioritaires qui soient les plus adaptées aux besoins du terrain. Donc ces datas, ils vont nous aider. Après, l'invitation que j'ai eue et la demande d'Anne-Marie, c'était donne-nous des exemples réels. Qu'est-ce que vous pouvez faire avec ces datas? Et moi, j'ai une dizaine d'exemples. Là, je vais donner un exemple qui parle beaucoup, peut-être à tout le monde. C'est la prévention de la désinsertion professionnelle. Donc, on sait que depuis 2021, il y a la constitution des cellules PDP. La prévention de la désinsertion professionnelle, attention, c'est pas que le maintien dans l'emploi qui est la partie un peu terminale de cette prévention. La vraie prévention de la désinsertion professionnelle, c'est l'anticipation, comme toutes les préventions les plus puissantes sont les préventions primaires.
Et donc la prévention primaire, elle est faite sur la population. Donc quand on parle des données santé, on parle d'une approche populationnelle. Et donc on travaille sur un indice des risques des sensations professionnelles qui prend en compte différentes variables qu'on retrouve dans les datas pour pouvoir identifier quels sont les facteurs qui peuvent donner un risque. Après, quand on parle des risques, on parle des probabilités, et donc pouvoir identifier des niveaux de risques pour pouvoir, même sur la base des données, identifier un risque brut des sensations professionnelles. Ça permet aussi, pas seulement à niveau individuel, mais à niveau des populations, identifier quelles sont les populations les plus ciblées, les secteurs d'activité, les entreprises plus concernées pour anticiper nos actions. Et plus on anticipe, plus on est efficace, parce qu'on peut aussi sensibiliser les entreprises. Un deuxième exemple que je pourrais utiliser, et ça c'est très important de l'évoquer, parce qu'il y a eu une très forte campagne de communication, c'était concernant une pathologie que c'est l'endométriose. L'endométriose est une pathologie un peu méconnue, là il commence à être connu, ça concerne... oui. Bon, non, c'est bon, c'est bon. C'est bon, oui, c'était moi si je... Alors, oui. J'en profite lâchement. J'en profite lâchement. Je peux continuer. Lâchement, j'en profite pour une question, pardon. Est-ce que tu m'entends? L'endométriose est une pathologie qui concerne les femmes, c'est une pathologie inflammatoire très invalidante. Ça concerne une femme sur 10, selon les indicateurs de prévalence. Et donc, vous pouvez imaginer que ça peut impacter la qualité de vie générale de la femme, mais aussi la qualité de vie au travail. Bien sûr, nous, on travaille sur la qualité de vie au travail pour aménager les postes de travail, mais encore, pour pouvoir anticiper, pour pouvoir cibler les populations concernées, c'est grâce aux données santé au travail qu'on peut identifier les populations, on pourrait identifier les situations prédictives, parce qu'on a beaucoup des femmes qui ne sont même pas diagnostiquées, qui sont atteintes par la pathologie, mais on est en capacité d'avoir une suspicion diagnostique et de pouvoir l'orienter, et ça on le fait aussi grâce aux données santé au travail qu'on a à disposition. Là on parle des données réelles, beaucoup de données qui doivent quand même être harmonisées, et il faut qu'ils soient les plus lisibles possibles. Et donc, vu la taille et les enjeux qu'on a chez Proméum, on a quand même pris conscience qu'il faut une coordination de tout ça. Et donc, c'est pour ça qu'on a créé une direction scientifique qui s'occupe sur la coordination des différentes études, parce que là, j'ai pris 2 exemples, mais vous pouvez imaginer la créativité qu'on a pour différentes études. Je pourrais citer aussi les thèses des internes en médecine et santé au travail, les mémoires des collaborateurs médecins. Donc tout ça, ça pourrait attirer beaucoup d'études. Et donc c'est bien qu'il soit coordonné. Donc on a un médecin, Dr Nedam, qui s'occupe aussi de la direction scientifique, et les directeurs scientifiques, et peut coordonner tout ça et aussi assurer toujours après l'aspect plus éthique de la gestion des données. Et donc là, ça montre les potentiels aussi du réel, et ça c'est l'histoire de quelques mois de Proméum, parce que Proméum est né en janvier 2025, et donc on a déjà pu mettre dans un seul réseau unique toutes les données à l'issue des 2 services du bassin lyonnais. Et là, après, dans les futurs, il y a beaucoup de choses qui pourront nous aider, notamment après, on va voir dans les tours d'étape, mais il y a un niveau technologique et un niveau d'intelligence artificielle, la capacité éventuellement de rendre encore plus lisible et exploitable les données et être encore plus efficace dans notre mission primaire du service. Merci Benedetto. Alors, il faudrait peut-être que je mette mon micro. Merci Benedetto. En plus, super tenu les temps. Est-ce que vous entendez ce que je dis, ou nous on a interdit ici aussi? Oui, ça va, c'est bon. Moi j'avais, alors, comme d'habitude, on pose des questions, puis après on a envie d'en poser d'autres. Je trouve que là, merci, on a bien vu la finalité
et tu as très bien distingué ce qui était l'approche collective, donc des populations et des segments de population, et celle qui peut être individuelle en prévention de la désinsertion. Moi j'ai une autre question sur le peut-être pour maintenant ou pour tout à l'heure, sur le sourcing, c'est-à-dire ces données-là, ce sont les données des MST qui sont consolidées, c'est quoi? Et puis après, pardon Pierre-Antoine, mais on passera la parole selon l'usage à Fabrice s'il veut bien, et voilà. Ouais. Oui, alors je vais répondre rapidement parce que bien sûr on a tous les données qui sont à l'issue des données des dossiers médicaux en santé au travail. Donc un des enjeux importants à niveau stratégique, et je parle des stratégies aussi nationales pour pouvoir collecter toutes les données, c'est la question des logiciels. Donc ça, c'est quelque chose que je pense que va être cité par d'autres interventions. Donc les logiciels sont très importants parce que c'est l'endroit, c'est l'environnement où on a toutes les données. Après, ces données, à part la question de la sécurité, il faut être capable de pouvoir parler les mêmes langages, parce qu'on ne va pas traiter les données de manière isolée par service, parce que l'intérêt c'est de pouvoir évoluer et de pouvoir partager toutes ces données, parce qu'à la fin, si on a la photo de Lyon, l'intérêt c'est aussi d'avoir la photo de la France entière. Surtout sur les schémas que tu viens de montrer, où la Danemark est très avancée. Donc on a du potentiel, les données existent. La question est de les rendre visibles. Après, on a la question aussi des données qui ne viennent pas des dossiers des visites, des dossiers médicaux, et sont les données à l'issue des interventions dans l'entreprise. Et après, on a d'autres données qui viennent de la fiche d'entreprise, que c'est un autre document que nous, on réalise dans les services. Et après, il y a aussi la contribution des entreprises qui nous informent de leur document unique d'évaluation des risques professionnels et du plan de prévention qui va avec. Donc, ça, il faut aussi les prendre en compte. Ok. Merci Benedetto. Fabrice, alors vous de votre côté, donc Fabrice est médecin coordonnateur donc du service interentreprise de prévention et santé travail. J'espère que j'ai pas oublié de l'être là-dedans, mais Corrèze Dordogne. Donc vous maintenant, parce que là je sais que vous avez une ancestralité, si on peut dire, globalement sur le sujet, mais là, à la fois là en ce moment, à la fois pour répondre, je dirais, aux demandes de votre service, finalement, pour répondre au pilotage de votre service, mais aussi peut-être des entreprises et des secteurs, comment vous utilisez les data et à quoi ils vous servent? Oui, bonjour Anne-Marie. L'utilisation qu'on en fait, elle est très très proche de celle que vient de faire Benedetto. Alors c'est très bien parce qu'on ne s'est pas concerté, et ça permettra à tout le monde de comprendre qu'en réalité, cette tendance, c'est une tendance de fond au niveau de l'ensemble des services de santé au travail, et que ce n'est pas une volonté individuelle spécifique à un endroit de la France. On ne travaille pas ensemble avec Benedetto, et pourtant on lui fait le même usage des données. Alors, l'antériorité, je ne pense pas qu'on puisse dire qu'on ait une vraie antériorité, mais c'est vrai que sur le département de la Corrèze, parce que nous, la fusion Corrèze-Dordogne date il y a 3 ans, on avait initié un des exemples d'exploitation des données, c'est l'analyse des inaptitudes. Si ce n'est que les différents autres services, on la poursuit, c'est-à-dire qu'on a une analyse d'inaptitude qui court maintenant depuis 2017 en continu. Alors au départ sur le département de la Corrèze, et on est en train d'ajouter les données de la Dordogne, donc ça représentait au niveau Corrèze à peu près 60 000 salariés, bien en dessous de Lyon. Aujourd'hui, ça va couvrir 130 000 salariés, donc ça commence à devenir là aussi une base de données un petit peu plus significative. Et pourtant, rien que sur un sujet comme l'analyse des inaptitudes, et sur au départ un seul département à 60 000 dossiers, on se rend compte qu'on a réussi nous aussi à en tirer des enseignements en termes d'orientation de nos activités, de prévention notamment. Alors je vais faire 3 petites parties, je vais vous dire ce qu'on fait déjà des données, je vais vous dire ce qu'on aimerait en faire et ce qu'on pourrait en faire avec un niveau d'ambition supplémentaire. Donc ce qu'on en fait déjà, alors je mets de côté les rapports d'activité, bon ça c'est ancestral, c'est classique, mais ça c'est du compte rendu, c'est à la limite assez peu intéressant pour adapter notre activité. Par contre sur l'orientation de nos actions de prévention, je vais vous citer 3 exemples très courts. On peut tout d'abord identifier des secteurs professionnels qui génèrent des risques particuliers.
alors soit d'accidentologie, soit chez nous en l'occurrence là d'inaptitude. Alors ça ne va pas du tout surprendre Benedetto et les gens qui connaissent le métier, mais on a un taux d'inaptitude élevé dans le BTP, ça c'est connu et ça surprendra personne. Mais au sein du BTP, les couvreurs sont une population où on a pu mettre en évidence un risque statistiquement significatif, un excès de risque d'inaptitude, avec un taux d'inaptitude annuel de 9% des couvreurs, par exemple. Donc ça veut dire que lorsqu'on va recevoir des couvreurs, par exemple lors de visites de mi-carrière, qui sont une visite de mi-parcours qu'on fait pour les professionnels pour essayer d'anticiper leur avenir professionnel jusqu'à leur retraite, on sait que par rapport aux couvreurs, il y avait une attention particulière à porter avec peut-être des messages supplémentaires. Autre cas, c'est d'identifier des salariés qui vont présenter un terrain ou des pathologies personnelles qui vont être à risque avec un mauvais pronostic professionnel. Et là, ce qui a été assez spectaculaire dans notre étude, c'est par exemple la découverte que la fibromyalgie, qui en plus a un caractère un petit peu sexué quand même, avec une très forte prédominance féminine, a vraiment un très mauvais pronostic professionnel. On a par exemple sur 250 salariés qui étaient identifiés comme fibromyalgiques dans notre base de données. Là aussi, c'est de la donnée collective. Tout ça, ensuite, est extrait et anonymisé. Mais on a 80 inaptitudes sur 7 ans, ce qui montre que vraiment, 30% des fibromyalgiques de notre service finissent en inaptitude au bout de 7 ans de parcours. C'est quand même un très très mauvais pronostic professionnel. Et puis, un autre axe, mais ça, Benedetto l'a déjà un petit peu dit, c'est d'anticiper le plus possible les problématiques de maintien et peut-être même de retour en emploi. Et là aussi, de manière statistiquement significative, on s'est rendu compte que les inaptitudes après pathologie coronarienne, infarctus du myocarde notamment, avaient un très mauvais taux de retour en emploi, assez similaire à celui des cancers. Alors pour les cancers, on s'y attend un petit peu, selon la gravité de la pathologie, mais pour les pathologies cardiovasculaires, c'était un peu plus surprenant de voir un si mauvais taux de retour en emploi. Donc ça, c'est un exemple de ce qu'on fait déjà des données. Et uniquement sur un département, sur 7 ans, sur l'analyse des inaptitudes, vous voyez qu'on peut orienter les actions par secteur d'activité, par terrain individuel, ou par rapport à des problématiques de maintien de retour en emploi. Alors après, ce qu'on aimerait en faire, on aimerait aller plus loin que ça. Et la donnée aujourd'hui qu'on a dans les dossiers médicaux, elle est intéressante, mais elle rencontre des problèmes, notamment le parcours en pointillé aujourd'hui des salariés, avec des périodes d'emploi, des périodes sans emploi, et puis encore plus des salariés mobiles qui vont être suivis par différents services de santé au travail. Et ça, c'est l'enjeu de la réelle interopérabilité entre les logiciels métiers. Il y a quelques logiciels aujourd'hui qui prennent le marché, mais l'interopérabilité aujourd'hui n'est qu'un mot. Dans les faits, elle n'existe pas réellement. Et le transfert des dossiers d'un service à l'autre, s'il se fait par des PDF. C'est-à-dire avec une extraction d'un logiciel, on envoie vers l'autre service sous forme de PDF. Et là, on redonne une espèce de données mortes. Alors, on espère les rendre vivantes bientôt avec tous les dispositifs qui vont permettre de copier des données et les transférer dans les champs adaptés dans le nouveau logiciel. Mais on n'y est pas encore, l'interopérabilité. Donc, améliorer le suivi longitudinal des salariés au cours de leur carrière, c'est un véritable enjeu. Et puis, un autre axe, ce serait d'ajuster les actions de prévention en fonction de leur efficacité réelle. Il faut comprendre qu'à ce jour, quand on fait une action de prévention en santé au travail, on l'évalue souvent au regard d'indicateurs, mais qui sont des indicateurs de réalisation. Voilà le nombre de fiches d'entreprise qu'on a faites, le nombre de salariés qu'on a sensibilisés, le nombre d'aides qu'on a pu déclencher en partenariat avec la CARSAT pour aider tel secteur d'entreprise. Mais la véritable efficacité, ce serait d'évaluer l'impact en termes de sinistralité sur les salariés. Or, ces données de sinistralité-là, elles ne sont plus réellement chez nous. Pour les avoir, il faudrait un relatif décloisonnement, il faudrait qu'on accède, ça c'est un serpent de mer, au dossier médical partagé, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Il faudrait qu'on puisse échanger avec des SSO, des moyens de connecter les bases de données avec la CEPAM, avec la CARSAT. Et là, on aurait une vraie vision. Est-ce que l'action qu'on a menée dans tel secteur d'activité se traduit réellement par une baisse de sinistralité à 5 ans, par exemple, dans la population professionnelle de ce secteur d'activité? Donc ça, ce serait l'idéal pour guider des actions de prévention par rapport à l'efficacité réelle. Et puis le dernier point assez rapide, mais c'est qu'on pourrait en faire. Je parle souvent du fait que les data en santé au travail, nos DMSC, sont une forêt vierge de données, dans laquelle on cherche un Eldorado épidémiologique, c'est-à-dire qu'on a des millions de données en santé au travail dans nos DMST, et on pourrait en faire de l'émergence, et ça rejoint ce que disait Benedetto tout à l'heure. Il faudrait pour ça ne plus travailler uniquement par service en interne, il faudrait pouvoir avoir de la vraie big data inter-service de santé au travail, qui permettrait d'établir des corrélations des expositions, des métiers, des pathologies, évidemment derrière dans une optique de prévention primaire, mais on sait bien que l'épidémiologie permet de corriger des manqués dans la prévention primaire et d'aller identifier finalement
des liens et des pathologies qu'on n'avait pas vu venir. Je travaille également à l'ANSES en toxicologie, c'est une de mes marottes, disait Anne-Marie tout à l'heure. On voit bien qu'aujourd'hui en toxicologie, quand on détermine une valeur sanitaire de référence, souvent on la détermine par rapport à un niveau de risque, de probabilité d'occurrence de la pathologie. Si on parle de cancer, on va dire qu'à telle valeur, l'excès de risque sera 1 pour 10 000 salariés exposés, 1 pour 100 000 salariés exposés. On comprend bien que par rapport à des incidences de ce type-là, c'est pas au niveau d'un service isolé, ou alors il faut être le plus gros service de France, on pourra faire de l'émergence. Il va falloir partager la donnée dans de la big data, et pour ça, comme le disait Benedetto, il va falloir qu'on utilise mieux les thésaurus qui sont en place, parce que nos logiciels, par contre, on est armé aujourd'hui, on a des thésaurus qui ont été définis par présence notamment, qui sont inclus dans l'ensemble des logiciels métiers. Bon, il faut simplement derrière que le codage à l'intérieur de ces thésaurus soit harmonisé au niveau national. Il faut effectivement des bases massives, que tu disais tout à l'heure, Anne-Marie, en préambule, pour obtenir des résultats qui seront statistiquement significatifs, y compris sur des pathologies d'occurrence faibles. Et puis, bon, il faut franchir des degrés de complexité. Comme le disait Benedetto, on a l'habitude de gérer de la donnée médicale, on baigne dans le RGPD depuis toujours. Il n'empêche que quand on veut monter des études, et si en plus on fait des études, il ne reste plus des études internes au service, mais qui sortent des frontières du service, il y a quand même un certain nombre de freins, de complexité qu'il faut franchir. Mais l'idée, c'est de dire, laissez-nous un petit peu avancer dans ce domaine-là. Je le dis parce qu'aujourd'hui, c'est pas facilité par beaucoup d'éléments, que ce soit réglementaires, institutionnels, la culture, les habitudes. Il y a des freins, et si ces freins étaient levés, on a une mine d'or entre nos mains. Merci tous les deux d'ailleurs, Benedetto et Fabrice, de la richesse de votre approche, et puis si je peux me permettre, pour moi de la structure en si peu de temps, c'est d'une très très grande richesse, et vous montrez bien ce que sont à la fois les utilisations immédiates, hein, tout de suite en approche par segment, donc les couvreurs, le BTP, et en même temps en approche individuelle, l'étude que vous êtes en train de mener via la fibromyalgie, et j'aime bien votre forêt vierge de données où on cherche des Eldorado épidémiologiques. Je veux dire que là, effectivement, on est tous un peu avec notre lanterne, et vous aussi, vous le faites avec une grande modestie, alors qu'on voit enfin, c'est vraiment d'une très grande richesse. Et vous jetez dans le débat, alors peut-être qu'on reprendra tout à l'heure, je voyais Pierre-Antoine qui frétillait, si je peux me permettre, à ce propos, qui est la question d'interopérabilité, quel est le rôle des éditeurs là-dedans, et c'est vrai qu'on attend, alors pardon, comme j'en suis pas, je peux peut-être dire que de temps en temps on a l'impression que tout en étant très pushy commercialement, il y a un peu de frein justement sur ces questions d'interopérabilité, et voilà, où vont les choses. Mais écoutez, merci pour tout ça. Pierre-Antoine, vous avez envie d'ajouter quelque chose tout de suite, mais si c'est tout de suite, c'est 1 minute et demie, et on passe la parole après à un autre hôpital qui ne sera pas celui de la Charité, mais celui de Foch. Je garde le silence. Vous gardez le silence? Voilà, il faut pas coutume. Mais je suis dans le starting block. Ah, c'est étonnant. Mais écoutez, bravo. En tout cas, merci, bravo à tous les deux. Alors, si vous voulez bien, juste que je reprenne 30 secondes mon partage pour annoncer. Mais vraiment, enfin, merci, parce qu'on voit bien comment les choses se évoluent et finalement se dédoublent et se complètent de l'un à l'autre. Alors, où j'en suis là maintenant, je crois que alors, Fabrice était là, je crois que Laurent n'est pas arrivé, il me semble. Et ben, moi, ce que je vous propose, c'est que peut-être, on a vu 2 services interentreprises, qu'on envoie un autre. Alors, ça va être tout autre chose, et je vais peut-être demander, si vous voulez bien, à Carline Amiel et à Sabrine Berada, si elles sont là, de prendre une autre optique, parce qu'à la fois on n'est plus dans l'inter-entreprise, on est dans un intra, et un intra bien spécifique, qui est un hôpital, et donc qui est une finalité, une cible plus particulière de soignants. Et je dirais qu'au-delà de votre concept, c'est l'étude plus particulière d'une problématique santé, d'une pathologie potentielle soignant, et de prévention là-dessus, du côté des TMS et du côté de la podologie, qu'on aimerait bien regarder. Vous êtes là, Sabrine et Carline? Oui, nous sommes là. On est là. Eh ben génial. Alors je vais couper mon truc qui sert à rien. Oh, puis elles sont là toutes les deux, elles sont géniales. Et elles ont, voilà. Donc j'arrête de partager. Et
et ben voilà, c'est à vous. C'est à vous peut-être de dire quand même quelques mots, mis à part que vous êtes hyper sympa, que vous faites une promo d'enfer et que vous le valez bien, comme dirait l'autre, sur votre centre et aussi sur les plus particulièrement sur l'étude sur les soignantes et les questions de podologie. Alors on va se présenter très rapidement pour dire un peu qui on est et puis après bifurquer sur le centre et l'étude qui va sortir prochainement. Donc Caroline Amiel, médecin du travail et responsable, directrice médicale du centre prévention et travail. Et moi je suis psychologue du travail, cadre du service de santé au travail et directrice du centre. Alors le centre c'est quoi? C'est en fait un mariage entre la santé au travail et de la santé publique. Donc, on n'est pas sur de la santé au travail. Du coup, on a créé un département et ça va être important pour notre data. Donc, dans ce centre un peu particulier, à proximité de l'hôpital Foch, dans le 92, c'est un centre atypique puisque il est exclusivement réservé aux salariés de l'établissement et aux étudiants qui y travaillent. Dans ce centre, on fait ce qu'on appelle de la prévention primaire. Les gens, normalement, vont plutôt bien et viennent voir des professionnels dédiés sur des consultations qu'on dit de la tête aux pieds parce que la tête pour le côté ophtalmo et les pieds pour la podologie et on va vous dire après cette étude, en tout cas les ébauches, les premiers chiffres de cette étude. Donc les salariés viennent, on a des données de santé qui sont complètement cloisonnées au service, en tout cas au centre de prévention. Donc il n'y a pas de communication avec le logiciel de l'établissement. Si les salariés le souhaitent, ils signent une décharge pour qu'on leur transmette les données de santé ou les envoyer directement au médecin traitant. Donc voilà en gros ce que c'est que le centre prévention et travail. Et puis là, je vais donner la main au docteur Amiel pour les premiers chiffres de cette étude. Alors juste en préambule, avant de parler donc des chiffres que nous donne en tout cas cette étude descriptive, on peut se poser la question pourquoi la podologie, pourquoi on avait choisi cet axe-là. Le centre est issu du terrain. Sabrine, qui est la conceptrice initiale de ce concept, en fait, ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que toutes nos réalisations aujourd'hui viennent du terrain. On s'appuie bien évidemment sur les publications et sur de la théorie, mais ensuite, c'est surtout l'observation de nos professionnels de santé et de choisir quels axes de prévention on essaye de mettre en application, mais au regard de ce qu'on observe, notamment dans nos consultations. Et la partie podologie est importante. Pourquoi? Parce que, on le sait, les troubles musculo-squelettiques sont aujourd'hui la première cause d'accidents du travail et de maladies professionnelles. Mais ça, c'est la partie émergée de l'iceberg, si je puis dire. On a des professionnels de santé qui ont des problématiques aujourd'hui qui ne sont pas forcément formalisées ni dans le cadre d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle et qui, pour autant, ne sont pas en arrêt de travail non plus, mais émettent, en tout cas dans le cadre des consultations, des problématiques de douleurs chroniques. Et on a observé chez nos professionnels, que ce soit soignants, administratifs, ouvriers ou médico-techniques, qui avaient régulièrement des plaintes sur des douleurs de genoux, des douleurs au niveau lombaire, des douleurs au niveau des pieds quand on les interroge, parce que ça ne fait pas partie non plus des douleurs qui sont facilement rapportées. Et donc à l'issue de tout ça, en parallèle avec Sabrine, on s'était intéressé sur l'intérêt de la podologie. Et on s'est dit, tiens, si on faisait une petite évaluation descriptive en se posant la question de quoi se plaignent nos professionnels aujourd'hui, en tout cas ceux qui vont à la consultation de podologie du centre. Et donc, sans surprise, bien évidemment, notre étude, qu'est-ce qu'elle montre? C'est une étude descriptive. Aujourd'hui, donc, on en est vraiment sur le côté tâtonnement des datas, en tout cas de l'exploitation de ces datas. La plus grosse partie de la population observée est une population donc de soignants, des infirmières, des aides-soignantes, des médecins, tous ceux qui sont en contact direct avec les patients. Mais on a aussi dans notre population des administratifs, des ouvriers et des médico-techniques. Mais au regard de la répartition, ce sont les soignants qui arrivent en priorité. Et les douleurs, en tout cas les doléances qu'on avait observées en consultation, se retrouvent bien évidemment dans les chiffres de l'étude. Les douleurs qui sont les plus fréquemment rapportées sont des douleurs au niveau des pieds. Donc on parle soit d'aponévropathie plantaire, soit de métatarsalgie.
Bien évidemment, ça fait un peu barbare quand on prononce ces noms, mais en tout cas, quand les salariés disent j'ai mal aux pieds et que le podologue les examine, on met tout de suite le doigt sur le diagnostic en question. Et puis, on a, même si les douleurs simples, ça veut dire une seule partie du corps qui est concernée, sont les plus importantes, on a malgré tout des personnes qui sont polyalgiques, donc qui rapportent des douleurs aussi bien au niveau des pieds que des genoux, que du dos. Et notre objectif par la suite, ce sera d'essayer de démontrer si le port systématique d'une semelle orthopédique, thermoformée, adaptée aux salariés, pourra être un facteur de prévention. Aujourd'hui, sur la répartition de nos professionnels, tous les secteurs sont concernés. On a bien évidemment plus de secteurs de médecine que d'autres secteurs d'activité. Nos professionnels de santé, en tout cas sur l'hôpital Foch, travaillent majoritairement en 12 heures pour les soignants. Donc, quand on parle de soignants, notamment pour les aides-soignantes et les infirmières, on parle des horaires de travail en 12 heures. Et quand on parle d'administratif, on sera plutôt sur des horaires de jour, sur des horaires en 8 heures. La population de nuit est peu représentée. Après, elle représente à peu près 200 personnes sur l'hôpital. Et quoi vous dire d'autre? Je pense que j'arrive un petit peu au bout des chiffres. En tout cas, on ne veut pas vous dévoiler toute l'étude non plus parce que bon, elle paraîtra bientôt. Mais ce qu'on peut dire en tout cas, c'est que sur la majeure partie des professionnels qui ont consulté en podologie, pour 90% des situations, ils décrivaient des douleurs. Et on a moins de 10% de ces professionnels qui venaient parce qu'ils étaient bien sûr intéressés par la fabrication et le port de ces semelles. Donc là, on est vraiment sur de la vraie prévention primaire. Mais malheureusement, dans 90% des situations, on arrive chez des professionnels qui présentent déjà des douleurs. Merci. Donc voilà, je pense que j'ai un peu fait le tour. Merci Sabrine et merci Karine. On en a un exemple qui est super intéressant parce que là vous avez d'emblée en plus choisi un terrain et une problématique spécifique d'une pathologie particulière. Donc vous aviez, comme dirait Montaigne, la pensée de derrière qui vous orientait là-dessus. Et je dirais que le premier jeu, j'allais dire, le premier effectif de vos data, ça va être justement de permettre de conforter, d'ailleurs ou pas, les hypothèses que vous avez faites, et donc de creuser sur les causes et les liens. Et donc c'est une autre optique de ce à quoi ils peuvent servir les data. Un grand merci à vous. Et on va reprendre justement après, parce que ce qui est bien, c'est ces différents éclairages que vous avez tous les uns et les autres donnés. Benedetto sur la partie finalement insertion professionnelle, et sur la question plus spécifique en ce moment des femmes et de l'endométriose. Fabrice a ouvert à la fois sur des populations et sur des questions spécifiques, et en même temps sur les questions d'avenir bien épineuses, notamment sur les questions d'éditeurs de logiciels, de possibilités de ce côté-là dans cette fameuse forêt vierge. J'aime bien ton expression globalement de données. Ce que je vous propose, c'est qu'on revienne encore peut-être là maintenant, et donc Laurent, je vais cafeter, et on a vu la queue du chat passer devant toi. Et donc, comme je sais que tu as un chat, voilà, de temps en temps, voilà, c'est ça sur les visios, il y a des chats. Et voilà. Et donc, Laurent, on a le grand plaisir de te passer la parole. Peut-être, si tu peux, je dirais à la fois dire voilà, donc il est là, donc il faut l'éloigner. Voilà. Et ben écoute, merci, c'est à toi si tu veux bien. Donc à la fois, j'allais dire à la fois comme responsable, tu as vu un peu les plusieurs zones, hein, puisque c'était Corrèze d'Ordogne, maintenant tu es à Tours, avec des responsabilités, et donc aussi des champs, des périmètres de secteurs d'activité divers. C'est à toi. Quid des data. On centre sur toi. Direct, vous m'entendez bien? Je me rapatrie avec vous tous et pouvoir échanger autour des questions de data. Alors j'ai eu la chance en plus d'entendre, sinon de voir, toutes les interventions depuis le début. Je vais essayer de reprendre sur trois items. Le premier, c'est les enjeux technologiques. Vous les avez bien livrés, les médecins coordonnateurs l'ont bien fait. C'est une discussion qu'on a depuis quelques années, mais pas depuis très longtemps non plus. Avant, on était plutôt sur de l'informatisation du DMST. Je vous rappelle, elle est prévue que depuis 2021 dans les textes légaux. Donc c'est assez récent quand même.
De là, s'est greffée aujourd'hui toute la capacité d'analyse de données qui s'est renforcée avec ce qu'on vulgarise par le terme d'IA aujourd'hui, qui est une puissance de calcul et qui a peut-être des éléments prédictifs aujourd'hui. Dans la forêt primaire de données dont on rend l'attribution du bon mot à Fabrice, on peut même aller aujourd'hui un petit peu plus loin, c'est-à-dire que la technologie nous permet peut-être même de redonner vie, mais c'est un clin d'œil à ma collègue Marie Murcia-Claire qui est autour de l'écran. Peut-être qu'aujourd'hui la technologie nous permet, sur même des archives qu'on appelait PDF et qui étaient totalement que des photographies, on peut peut-être aujourd'hui arriver à les rendre vivantes. Et autant vous dire que nous avons à la fois de la donnée récente avec nos DMST aujourd'hui que nous remplissons chaque jour le mieux possible dans les thésaurus sur lesquels on essaye d'harmoniser la saisie, mais on a également une foultitude de données dans les services de santé au travail de France et de Navarre qui peut-être un jour, si numérisées et archivées numériquement, peuvent redevenir également parlantes. J'attire l'attention que les maladies professionnelles, selon le caractère de reconnaissance, sont plusieurs décennies parfois. Donc nos archives qui sont parfois très anciennes, je parle d'une vingtaine, d'une trentaine d'années, pourraient tout à fait, dans un cadre prédictif d'analyse, redevenir intéressantes. C'est un sujet sur lequel on essaye aussi de réfléchir dès lors que les dossiers sont numérisés, et je sais que certains services se sont engagés dans cette démarche. Le deuxième point sur lequel je veux insister, et c'est très bien que je puisse faire le point avec des médecins coordonnateurs, c'est le côté pluridisciplinaire. Alors, je me permets d'avoir l'ambition, même si je ne suis pas professionnel de santé, de faire partie aussi, en qualité de directeur des services, de l'équipe pluridisciplinaire, dans un sens où on va essayer, sur les équipes de direction, d'orienter et d'outiller les professionnels. On voit bien aujourd'hui, et je l'ai vu dans les échanges, la plupart des éditeurs sont à peu près à jour de la capacité de saisie de données. La question, c'est de la capacité à requêter et en faire des extractions pertinentes, redresser le cas échéant derrière. Et ça renvoie à l'animation également d'équipe. Vous l'avez employé à plusieurs reprises, c'est le terme d'épidémiologie. Et pour moi, pour faire de l'épidémiologie, j'ai besoin d'épidémiologistes. Ressources, compétences, expertise qui n'est pas encore vraiment développée ou partagée dans l'ensemble des services de santé au travail. Lyon, voilà, docteur Benedetto-Gesmundo l'a bien expliqué, on est sur des grandes cordes, des grands services, on peut effectivement avoir ces ressources. Si je parle de la région Centre-Val de Loire, eh bien nous devons nous mutualiser sur l'ensemble des services de cette plus petite région, mais nous pouvons quand même mutualiser de l'épidémiologie et de faire des travaux tout à fait intéressants pour faire parler cette forêt primaire de données dès lors que nous avons une méthode, des thésaurus et des grilles et des matrices d'analyse qui permettent de relever certaines occurrences et peut-être parfois d'isoler des signaux beaucoup plus faibles. Dernier point moi, sur lequel je veux insister, vous le savez souvent, Anne-Marie, tu m'entends souvent employer maintenant ce terme-là, c'est favoriser et permettre. La dernière fois, c'était auprès d'un représentant de la DGT que j'employais ce terme-là. Favoriser et permettre, c'est quelle est, au niveau de la profession, je parle de l'ensemble des services de santé au travail, au niveau de présence régionale et nationale, la possibilité d'accéder à ce partage de données. Et là, je voyais les questions qui précédaient cette table ronde, revenaient beaucoup autour et la donnée, comment je la traite, comment je la gère, comment je la fais disparaître, à qui je dois la rendre, donc des questions qui sont autour de la RGPD, tout simplement. Pour ce faire, manipuler de la donnée de santé, ça se fait en santé, dans le soin, dans le sanitaire, depuis quand même de très nombreuses années. Dans le médico-social, beaucoup moins. En prévention, nous sommes au début de la ligne du Far West. On n'a pas encore franchi tout le territoire là-dessus. Et pour moi, aujourd'hui, il y a un outil technico-juridique qui est tout à fait adapté pour partager de la donnée de santé entre services et par-delà les questions également d'éditeurs, c'est la question de l'entrepôt de données de santé, qu'on appelle EDS aujourd'hui. Et vous le voyez chaque jour à un hôpital, nos collègues qui venaient de parler depuis le monde sanitaire tout à l'heure, c'est des choses qui commencent vraiment à s'enrichir, à enrichir les services, les pratiques, et à permettre de manière juridiquement fiable et sécurisée, et avec tout l'outillage scientifique derrière, dès lors que les compétences sont disponibles, de faire parler de la big data, c'est-à-dire pas quelques dizaines de milliers de cohortes, même si on multiplie par les occurrences, Fabrice le sait bien, on arrive à des millions d'items et de croisements possibles, mais arriver à le faire parler sur un plus grand nombre, c'est encore plus important. Donc je plaide vraiment, et c'est peut-être un des travaux, un des
voilà, des chantiers que Présence pourrait aider à structurer avec l'aide des partenaires sociaux, des ministères et des institutions, c'est de favoriser ces entrepôts de données de santé interrégionaux, interservices, en tout cas d'avoir suffisamment de bases pour que ces données deviennent parlantes dans un cadre juridique tout à fait sécurisé. Je termine par cette conclusion. L'enjeu, certes, est pour nous faire apparaître des signaux faibles, comme vous l'avez dit, les médecins coordonnateurs, l'Eldorado épidémiologique, voilà ce qu'on n'a pas vu qui était caché derrière des données massives. Ça, c'est très important en termes de santé au travail. J'ajoute que c'est également, sur les entrepôts de données de santé, peut-être également des hubs avec d'autres systèmes qui sont encore plus complexes, plus enrichis et plus anciens. Je pense aux bases du SNIRAM pour l'assurance maladie ou de l'ATIH pour les données hospitalières. J'avais toujours un peu I have a dream. Est-ce qu'on pourrait chaîner demain des données de risque professionnel, des données de consommation de soins et biens médicaux et des données d'hospitalisation dans un cursus de vie de patients? Eh bien, c'est peut-être, à mon avis, des choses tout à fait utiles, même si peut-être le travail sur des simulations, des jumeaux numériques peuvent déjà nous y aider, mais encore faut-il pouvoir les éprouver et les créer. Et je pense que favoriser l'émergence de la collecte de données de santé dans un cadre juridique peut permettre, à travers les ODS, de nous chaîner avec d'autres entrepôts de données de santé qui ne viennent pas forcément du monde de la santé-travail, mais qui enrichiraient encore à nouveau notre prédiction pour faire notre travail de prévention des risques professionnels. Voilà, je pense avoir tenu à peu près les temps et sans le chat, vous l'avez vu. Merci à toi. Merci à toi. Effectivement, sur le chat, mais on sent que quand même la pensée du chat a permis des transitions fortes. En tout cas, merci. C'est sur quoi tu as bien mis l'accent, c'est à la fois le rêve et on va voir effectivement comment on peut le faire avancer. On le verra tout à l'heure, notamment avec Pierre-Antoine. Et puis je vois que l'un de nos participants, Christian Expert, dit ce qui dépend beaucoup de la qualité de la saisie des données. Ça, c'est vrai que tout ne peut pas être globalement ne peut pas être donné. Alors avant qu'on en vienne, si vous voulez, merci de vos questions et si vous pouvez continuer globalement continuer à les poser, j'aimerais. Alors pardon, je vais être pas sympa, vraiment, mais je vais, comme d'habitude, vous me direz, mais je vais donner la parole, si elle est là, à Catherine Levrat-Pinatel. On fera quelque chose, on s'est parlé hier beaucoup, Catherine, pardon de vous frustrer par principe, mais ce que je disais, c'est qu'on va faire un peu de teasing pour la suite, à la fois pour l'avant, quand vous aviez, j'allais dire, mis sur scène votre observatoire qui commençait à partir de ce travail génial qu'avait fait avec le programme Yoda et autres, mais qui est finalement, moi ce qui était vraiment exemplaire, c'était cette collaboration de nombre d'acteurs publics et de santé et de conditions de vie au travail pour faire vivre les choses. Alors, vous avez droit, vous, à pas plus de 3 minutes, hein, je suis désolé. Donc, Catherine, c'est à vous. Mais pas de souci. Alors du coup, je me permets de mettre dans le fil de conversation le lien de l'outil qu'on a construit. Donc, je travaille à la RAC d'Occitanie et j'ai la chance de piloter le groupe diagnostic du plan régional santé-travail. Et donc, dans ce cadre-là, voilà, on avait suivi on s'était constitué comité de pilotage des travaux sur Yoda. Donc, Yoda, c'est inaptitude en Occitanie, diagnostic et analyse. Et c'est vrai que ça a la particularité d'être un outil en fait de recueil d'informations auprès de tous les SPST aujourd'hui sur la 2e édition, des éléments, enfin des données sur les salariés inaptes et dans la 2e édition qui va sortir à la fin de l'année, également les aménagements de poste. Donc l'idée c'était d'avoir un recueil exhaustif sur l'ensemble des SPSTI, de la MSA dans la 2e édition et au niveau de quelques services autonomes. Et puis l'idée c'est de leur enrichir au fur et à mesure et ça permet en effet d'avoir de la donnée régionale et puis de la territorialiser sur un outil qu'on a construit dans le cadre du plan régional santé-travail et donc avec les partenaires sociaux, tous les partenaires institutionnels, donc un outil cartographique qui permet justement d'avoir de la donnée sur le territoire. Alors la particularité c'est qu'il a plusieurs échelles. On peut avoir des données au niveau des départements, donc
donc ça peut être intéressant par rapport à des acteurs à l'échelle départementale, mais au niveau du périmètre de chaque service de prévention et de santé au travail et au niveau de la zone d'emploi. Les données qui sont présentes sur l'Observatoire, ce sont des données socio-économiques, dialogue social, sur la sinistralité, donc avec évidemment le gros travail des CARSAT en Occitanie qui fournit des données sur la sinistralité, et également les données d'IODA, et donc qui permettent d'avoir des taux d'incidence des inaptitudes selon les secteurs d'activité, selon les grandes pathologies qu'on retrouve en question. Donc évidemment, en sachant par rapport aux échanges précédents, c'est que justement pour recueillir et traiter ces données, on s'appuie bien évidemment sur les thésaurus. Et la particularité de cet observatoire, c'est qu'on a Présence Occitanie porte le projet, parce qu'en fait on a considéré que cet outil cartographique permettait de construire, enfin d'avoir de la connaissance sur les questions de santé au travail, mais aussi à l'échelle de chaque territoire de SPSTI, parce que c'est utile pour la construction de ces CEPOM, c'est utile pour la priorisation des actions, et le niveau régional, ça nous sert à construire, par exemple, dans le cadre de la construction du futur plan régional santé-travail, on va largement s'appuyer sur les données de l'Observatoire, mais aussi on va pouvoir télécharger aussi des données, par exemple, environnement, santé publique, enfin des données, d'autres données, pour pouvoir comparer avec les indicateurs qui sont présents. Et peut-être pour finir, merci Catherine, oui, on va peut-être... cartographique, il est hébergé par le portail géographique des ARS, donc porté par la direction du numérique, parce qu'on se disait que, après tout, tout le travail technique, mais ça je parle à la fois de IODA mais aussi de l'Observatoire, tout le travail technique existe et est réalisé, et donc voilà, la réflexion pour pouvoir éventuellement le diffuser sur d'autres territoires peut tout à fait être intéressante. Et donc voilà, peut-être aussi à noter l'énorme travail du CREVEI ORS Occitanie qui travaille auprès de chaque service de santé au travail pour recueillir les données et qui sont directement extraites des logiciels métiers, puisqu'il y a tout un travail avec les Catherine, on va peut-être pas faire du travail supplémentaire. Voilà, c'est un énorme boulot, et on y reviendra bien précisément avec, merci à vous, avec les échéances que vous indiquez, c'est-à-dire qu'on sait que le truc est en train de rentrer dans une deuxième ou une troisième phase tout à fait puissante et tout à fait importante. J'ai pas mis mon micro. Pardon, excusez-moi. Oui, et donc, merci encore une fois pour cet éclairage, et vous montrez bien que cette fois-ci que le partage il est large, il est territorial, l'implication je dirais que l'implication de l'ARS, et donc du côté hospitalier aussi plus précisément, il est tout à fait important. Donc on aura une prochaine échéance, et je vais dire rendez-vous dans 2 mois, donc ça sera fin novembre ou début décembre, on monte un truc avec vous spécifiquement, parce que là on a, dans mon souvenir, on avait 28 services de santé au travail, et il doit y en avoir, c'était il y a 3 ans, donc il doit y en avoir au moins une trentaine globalement là maintenant, et d'autres acteurs, donc c'est une très très belle réussite. Merci à vous Catherine. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'effectivement, on en vienne maintenant aux autres perspectives, et aux perspectives d'un peu ce que vous avez dit, les questions qui sont à la fois les questions technologiques, les questions du futur, mais aussi les questions de tout de suite. Je reviens aussi sur la proposition, enfin ce que disait Laurent sur les entrepôts de données. Et bien, on a là la personne idoine, on a Pierre-Antoine Gouraud, professeur, on vous salue et on vous admire depuis un petit moment, et donc et ben voilà, c'est à vous, mais vous n'aurez pas plus de temps que ça, et il faut, pardonnez-moi, que je vous passe la main, c'est ça. Je n'en demande pas tant, Anne-Marie, merci, merci beaucoup. Alors, malgré tout, je suis ni un expert de la santé au travail, je suis très admiratif du travail et je crois beaucoup à la prévention que l'on peut faire, peut-être en levant des verrous grâce à des technologies, en replaçant toujours la technologie comme un moyen et non pas une fin. Et je ne suis pas non plus un spécialiste des données synthétiques, puisque finalement c'est un champ d'expertise un peu nouveau pour moi, avec un certain nombre de publications scientifiques. Alors, je vois que vous m'avez donné la main.
je vais pouvoir vous partager ces 2 diapos que je vous ai promis, simplement pour vous dire effectivement d'abord que ces questions des data, des entrepôts de données de santé, elles suscitent beaucoup d'opportunités de création de valeur et que nous ne reculons pas devant la possibilité de les contractualiser, toujours avec des tutelles, soit le CHU, soit l'université. Et je vous ai préparé une diapositive unique, mais en 2 versions, une textuelle, une graphique, pour savoir bien de quoi est-ce qu'on parle, ces fameuses données synthétiques dont on ne parlait quasiment pas en 2021, j'ai l'habitude de m'inviter. Eh bien, ces données synthétiques, alors d'abord c'est un peu le nouveau nom un peu à la mode pour parler de simulation. Ces données simulées, elles sont de granularité individuelle, elles correspondent à un patient. Et j'espère que vous voyez bien mon écran. On voit parfait. Ah, vous voyez une seule diapositive, hein? Ouais. Ouais, merci. Donc, ce sont des simulations. Elles ont la granularité des données individuelles. Elles sont soit fondées sur un modèle mathématique, c'est la version un petit peu classique. On a une équation et bien c'est du génératif, d'accord, mais on tire des observations d'un modèle. Soit, et c'est peut-être un peu plus moderne, un peu plus à la mode, où ces simulations sont vraiment fondées sur l'observation de données individuelles empiriques. En réalité, il y a toujours un petit peu les deux. Il y a toujours un modèle mathématique et des données qui permettent de paramétrer le modèle mathématique. En tout cas, ces données synthétiques-là, elles laissent un nouvel essor avec l'accent mis sur l'IA générative, la découverte peut-être de notre capacité à utiliser le calcul d'accès aux données pour générer des données, peut-être en faire un modèle d'échange. Là où ça se complique, c'est quand on doit les qualifier d'anonymes. La plupart d'entre nous, quand on parle d'anonymes, on pense, ok, on a enlevé le nom, le prénom, le numéro de sécurité sociale. Pas du tout. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la loi, et c'est même de manière assez ancienne, puisqu'il y a ce qu'on appelle des critères qui datent de 2014, des critères du G29, qui s'appliquent au niveau européen. Et bien, dans l'esprit du RGPD, il s'agit pour le responsable de données de démontrer la nature non réidentifiante des données. Donc des données simulées mathématiquement, même si elles viennent d'un modèle mathématique, eh bien elles peuvent porter atteinte à un individu qui serait réidentifié. Donc il faut faire l'étude du caractère non réidentifiant de ces données en se correspondant à ces 3 critères, qui sont singularité, corrélation, inférence. Je suis ravi de les détailler pour vous, et tout en disant qu'une donnée, même anonyme, elle peut encore être sensible. Et en particulier en santé travail, elle peut être sensible pour le travailleur, c'est le cas dans les EDS à propos des soignants, elle peut être sensible pour les employeurs, pour les institutions, et puis également pour des populations. Et donc finalement cette charge de la preuve qui s'inverse en ayant à démontrer que la donnée est bien non réidentifiante, elle aiguise notre conscience sur les enjeux autour de la donnée. Et puis là aussi, deuxième effet qui se coule du RGPD, je sais Marie que vous aimez bien ce genre d'expression, et c'est peut-être un peu plus à compliquer parce qu'encore à mûrir, c'est l'usage des données qui est au centre finalement de la réglementation. C'est vraiment, je crois, parce qu'on du RGPD comme contrainte, je crois vraiment que c'est une opportunité. Ces données, en fait, on va les transformer pour en faire quelque chose. Quand bien même il s'agit simplement de les partager en open source ou bien de les utiliser, vous avez donné, je vous en remercie, des exemples de terrain qui sont particulièrement importants. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on veut faire de ces données? Quels sont ces usages secondaires? On peut les augmenter, on peut interroger sur leur représentativité et également corriger leurs biais. Puis on voit apparaître dans le domaine clinique des cordes synthétiques, des bras témoins synthétiques, voire des essais cliniques synthétiques. Je passe très rapidement sur cette diapositive, simplement pour vous dire que je replace la donnée synthétique sous forme graphique dans un contexte un petit peu plus large, et c'est ce genre de création de valeur à travers le partage des données qui doit nous interroger. C'est un graphique qui doit beaucoup à Eric Boucher de CRISPR à la CNIL et puis à une stagiaire également. La deuxième diapositive que je voulais vous partager est en fait une diapositive qui peut-être cherche à lancer le débat à l'intérieur de notre communauté ce soir. C'est peut-être de prendre conscience que ces données personnelles que l'on utilise à des fins personnelles pour protéger des individus, est-ce que finalement, quand elles concernent un individu, on ne devrait pas strictement la réserver à des usages individuels, c'est-à-dire aux patients, aux travailleurs qui en bénéficient directement?
On doit également s'interroger sur les principaux foyers de sensibilité de données dans le cadre du dialogue social. On l'a déjà un petit peu évoqué, mais elles concernent des salariés, des employeurs, des fournisseurs également, des clients. Et donc ces données qui génèrent de la valeur, eh bien, elles ont d'autres foyers de sensibilité. Dans le RGPD, il y a un principe, il était évoqué ici à l'article 5.1, c'est le principe de minimisation. C'est un principe qui peut-être finalement, à lui tout seul, nous encourage déjà à fournir des données synthétiques à chaque fois que c'est possible. Puisque nous avons les moyens d'avoir des données qui contiennent toute l'information sans le risque de réidentification, eh bien peut-être que nous avons déjà les outils légaux qui nous obligeraient à les utiliser. C'est un peu la position de certains juristes, donc ça me semblait intéressant à partager. Et puis alors, inspiré des expériences nombreuses qu'on a maintenant depuis plusieurs années sur l'utilisation de ces données synthétiques, est-ce qu'il faut partager le partage intégral de ces données alors, être forcé à partager des données réelles, c'est parfois ce qu'on entend à travers les initiatives nationales ou européennes, ou bien est-ce que, en fonction de l'usage que l'on en a, est-ce que ça ne suffit pas de partager des données synthétiques anonymisées? J'étais assez frappé par l'expérience de partage que je viens de mettre en place de données génétiques de l'esclérose en plaques, qui est une donnée de responsabilité nationale. Cinquième question, en quoi le partage de données synthétiques anonymes, finalement, qui permettent de révéler, d'appliquer des méthodes d'analyse de données, qui permettent peut-être aussi de contrôler les finalités, bien quand les données sont disponibles, comment est-ce qu'on contrôle l'usage qui en est fait, et est-ce que ce ne sont pas finalement ces trois dimensions ne sont pas essentielles et indissociables pour instaurer ou restaurer la confiance entre les parties prenantes et rééquilibrer les asymétries d'informations. Enfin, est-ce que c'est pas finalement un peu comme dans nos hôpitaux, où l'on essaye de plus en plus de mettre des données au centre des échanges, et bien que le recours à des données synthétiques, que chacun peut analyser, réanalyser, est-ce que ce n'est pas finalement un terreau fertile pour contribuer à une dépolarisation entre les parties prenantes dans le dialogue social? Et Anne-Marie, je vous passerai également d'autres diapositives, en particulier celle de la CNIL sur les données synthétiques, et je crois avoir tenu le défi en temps et en nombre de diapositives. Bravo, bravo. Bah, écoutez, merci. Je vais remettre ma caméra. Merci, un grand merci Pierre-Antoine là-dessus. Et vous posez bien les questions. Il y a notamment le terme, si je peux me permettre, qu'on reprendra, que je vais passer là maintenant. Je vais reprendre la main si vous voulez bien. Après Pierre-Antoine, voilà. Michel Ledoux, Maître Ledoux, je crois que dans toutes les questions, je ne sais pas comment vous avez envie de prendre la chose, mais ouais, il y a plein de points qui font un peu tilt, notamment là, dans ce que vient de dire, par exemple, Pierre-Antoine. C'est sûr que personne ne sorte, que je retrouve, voilà, mon annonce de Michel Ledoux, quand même, voilà. Ce que vient de dire Pierre-Antoine, notamment en termes de confiance, c'est-à-dire que, est-ce que, quelque part, par exemple, les données synthétiques, mais donc autrement les données, c'est quelque chose qui peut lever les peurs, parce que je veux dire que vu de l'extérieur, moi je ne suis pas comme vous une spécialiste du dialogue social, mais comme vous, ce qu'on observe, c'est souvent de très grandes peurs qui sont en fait et qui sont cachés et autres. Voilà. Comment vous, avec je dirais, votre optique à la fois de juriste, votre expérience de cette question-là, vous ressentez tout ça, et ben voilà, ça va être à vous d'ouvrir le débat, et surtout d'avoir votre expérience. Est-ce qu'on peut mettre voilà, ben oui, on l'a, c'est parfait. On va mettre surtout ça près de vous. Oui, merci. Voilà. Merci. Ouais, donc moi je m'appelle Michel Ledoux, donc je suis avocat. On passe nos journées depuis 30 ans à intervenir sur les accidents du travail, les maladies professionnelles, et puis évidemment ces dernières années sur les problématiques du risque psychosocial. Donc je suis un avocat de terrain. Moi. Et effectivement, Anne-Marie, plus on est savant, l'ignorance est à l'origine de plein de problèmes un peu partout. Plus on sait les choses, plus on les comprend, plus les informations sont partagées, plus la confiance est là, et plus on peut avancer. Bon.
Et alors concernant la question des data, moi je ne suis pas un spécialiste des data d'ailleurs, hein, mais il est clair que ça nourrit évidemment, ça a été démontré, la réflexion de tous ceux qui étudient le travail, que ce soit les services de santé au travail, la RACT tout à l'heure, les institutions. Bon. Mais ceci dit, celui qui est au cœur du dispositif, au cœur du réacteur, c'est quand même l'employeur. Hein. Depuis le 19e siècle, l'obligation de sécurité pèse sur l'employeur. Et donc le problème est de savoir comment ces data, ces informations épidémiologiques arrivent jusqu'à l'employeur. Hein. Bon. Et ça doit arriver jusqu'à l'employeur parce que l'employeur effectivement est tenu depuis très longtemps à une obligation de sécurité, alors qui n'est plus une obligation de résultat, même si on pourrait toujours discuter de ce qui se passe sur le terrain, mais une obligation très lourde. Hein. L'employeur doit préserver la santé physique et mentale des travailleurs, assurer la sécurité et préserver la santé physique et mentale des travailleurs. Ça, c'est le code du travail. Hein. Et on sait que depuis ces 20 dernières années ou ces 30 dernières années, progressivement, hein, la jurisprudence a dessiné la silhouette de l'obligation de sécurité. Il y a 20 ans, on a parlé d'obligation de sécurité de résultat. Aujourd'hui, elle n'est plus de résultat, mais en cas de pépin, l'employeur doit justifier qu'il a respecté la logique des principes généraux de prévention, autrement dit, une bonne évaluation des risques et derrière, des bons plans d'action. Bonne évaluation des risques et des plans d'action pertinents, intelligents. Les plans d'action de secours doivent être effectifs, efficaces, réactif, hein. Donc il y a une obligation qui pèse très très lourd sur l'employeur. Alors déjà, première remarque évidemment, plus l'employeur a d'informations, par le biais notamment des services de santé au travail, dont on sait que depuis 2021, ils ont un rôle de plus en plus important, hein. Ils ont un rôle de conseil direct de l'employeur, surtout notamment des petites entreprises qui n'ont pas toujours en interne la compétence. Bon. Donc évidemment, plus les data, toutes les informations tirées des data vont atterrir sur le bureau du préventeur ou du directeur des ressources humaines, plus l'évaluation des risques va être pertinente, hein, et plus les plans d'action seront ajustés, efficaces, effectifs. Bon, hein. Et notamment par le biais du fameux, je ne sais pas si des fameux documents uniques d'évaluation des risques, hein, qui est un document très important. L'idée est magnifique, hein, mais moi je dis souvent que, vous savez, ces derniers temps, je dis souvent le document unique, il a deux pathologies, hein, l'obésité ou l'anorexie. Hein, et souvent ces documents uniques, hein, qui sont censés être un outil de travail, malheureusement, ne sont pas, malheureusement trop souvent, un véritable outil de travail. C'est perçu comme une formalité administrative, hein, qu'on va remplir, on va souvent trop remplir d'ailleurs, hein, du coup on s'y retrouve plus. Voilà. Donc, en tous les cas, plus les informations descendant des datas seront claires, nettes et précises, plus l'employeur, évidemment, va être efficace. Et également, les partenaires sociaux, le CSE. Hein, plus on a d'informations, plus le CSE va pouvoir mettre l'employeur en face de ses responsabilités. Hein. Et alors, il y a même, pour moi, qui vit ça au quotidien, un intérêt très important sur la question des maladies professionnelles. Pour moi, les maladies professionnelles, c'est l'avenir du risque professionnel. Dieu merci, les accidents du travail, bon, il y a encore plein de choses à faire, mais on s'est quand même un peu amélioré ces 30 dernières années. Il y a encore du travail, mais enfin, bon, alors que les maladies professionnelles, hein, on sait qu'elles augmentent, qu'elles proviennent des conséquences de management délétère ou, par exemple, des produits toxico-nocifs, hein, elles ne cessent d'augmenter. Et je pense que les études épidémiologiques, hein, notamment pour le biais des data, vont permettre indiscutablement de mieux comprendre et de savoir où agir sur ces questions des maladies professionnelles, hein, qui sont en ascension perpétuelle. Hein. Nous, on vit ça au quotidien au cabinet, c'est un vrai sujet très très important et qui est d'ailleurs un petit peu délaissé. Hein. Un petit peu délaissé, alors pas par la responsabilité civile, mais notamment par la responsabilité pénale. Hein. Les procès pénaux, hein, pour des employeurs qui exposent directement leurs salariés à des produits dangereux, hein, par inhalation, avec des pathologies à effet différé, il n'y a quasiment rien.
Pourquoi? Parce qu'on n'a pas les données, hein, c'est des sujets délicats, il y a toujours un écart entre l'exposition au risque et l'apparition de la pathologie, et en termes de responsabilité, il faut faire un lien de causalité certain, et on voit bien que là, c'est très difficile, d'ailleurs on ne peut pas non plus piétiner les règles de droit, hein, mais je pense que les études épidémiologiques, les data, la visibilité que tout ça nous donne progressivement va certainement améliorer considérablement l'information de l'employeur d'ailleurs, il a intérêt à être informé puisqu'il engage sa responsabilité, et celle des partenaires sociaux, des CSE. Donc je pense, vous savez, en matière sur ces sujets-là, il faut déjà savoir, il faut ensuite comprendre, ensuite il faut agir, et en cas de pépin, justifier. Donc déjà, savoir, les infos, est-ce que tous les employeurs les ont, les grandes entreprises ont plus de moyens que les petites, qui ne savent pas automatiquement, même qui ne savent rien souvent. Hein. Derrière, il faut comprendre, parce que c'est bien gentil de savoir, mais comprendre, et là, il y a les services de médecine du travail qui sont quand même là pour essayer d'expliquer, puis derrière, il faut agir. Agir, et puis, en cas d'incident, si on vous demande des comptes, il faut justifier. Oui, on voit bien, merci Michel, on voit bien la logique globalement qui est là, mais... Une des questions, et moi c'est une question un peu perverse, et que j'aimerais bien poser à nos exposants, à nos orateurs de tout à l'heure, justement là-dedans, c'est que les uns et les autres, vous êtes, j'allais dire, des créateurs de données, des acteurs et des éclaireurs de ce côté-là. Alors, les services interprofessionnels et peut-être Laurent, c'est une question, je ne sais pas si tu es là, c'est parfait, une question aussi qui est beaucoup pour toi. Comment tu vois, c'est un peu pervers, hein, comment tu vois l'appétence ou non, si l'on peut dire, des décideurs entrepreneurs pour globalement ce genre de données. Alors juste, moi je vous donne mon expérience à moi. Alors moi mes décideurs à moi c'est plutôt notamment les institutions. Je ne vous réponds pas ici, donc ici même. On en a reçu toute une brochette pour ce qui était, écoutez, maintenant il y a des obligations sur mon espace santé, il y a un certain nombre de choses alors là, en collectif du côté du DU ou des fiches d'entreprise. Quand est-ce que, comme dirait Laurent, on rêve un coup et on arrive ou Benedetto, on arrive à marier tout ça et finalement sur des carrières longitudinales, éventuellement à partir d'archives ou autres, de pouvoir considérer. Donc comment vous sentez, Benedetto ou voilà, les trois, tous, l'appétence ou la réception, là cette fois-ci on sera dans du déclaratif, on ne sera pas dans du data, hein, des employeurs, quels qu'ils soient, publics ou privés, puisque maintenant, je veux dire, en matière de dossier médical, les employeurs publics, même combat, ils ont exactement le même type de responsabilité. Benedetto, t'as envie de... Oui, Marie, je prends la question perverse. Alors, c'est vrai, et là, on a eu les rappels sur la responsabilité. Qui est responsable du système sont les employeurs. C'est inscrit dans les codes du travail, c'est ça. Et c'est une responsabilité bien identifiée. C'est une responsabilité des moyens, une responsabilité des résultats. Donc, est-ce qu'on va donner à qui est responsable de contrôler les fonctionnements de ces responsabilités? Je prends l'exemple des maladies professionnelles. Après, désolé si j'ouvre des dossiers qui peut-être sont pas prévus, mais si on voit la réalité des statistiques, quelle est la maladie dans les régions générales la plus pressante? C'est la 57, c'est-à-dire les problèmes du membre supérieur de l'épaule. Est-ce que ça réfléchit la réalité? Alors, pour qui travaille dans les terrains, peut-être qu'il va identifier que les tableaux des maladies professionnelles, probablement, ça correspond pas à la réalité des pathologies qui ont un caractère professionnel ou qui ont un lien avec les conditions de travail. Et donc, c'est là qu'on voit que en statistique, on parle des biais statistiques. Alors, qu'est-ce qu'on veut faire des biais statistiques? On veut les corriger ou, attention, à pas trop les instrumentaliser pour après essayer de donner, de maintenir des équilibres. Je prends sur les dossiers médicaux santé au travail. Est-ce qu'il y a vraiment l'intérêt de créer un dossier interopérable? Parce que après, si on regarde un peu l'histoire des dossiers médicaux santé au travail,
moi j'ai vu que chaque salarié qui changeait de travail ouvrait un nouveau dossier. Et à la fin de la carrière, il s'est retrouvé avec une dizaine de dossiers, sinon une quinzaine, où la moitié sont stockés dans des zones de stockage, qui sont des papiers qui prennent de la poussière et qui sont difficilement exploitables. Donc, s'il peut, moi je pense qu'aujourd'hui on a les moyens pour pouvoir débloquer tout ça, parce qu'on a plus d'excuses. Une intelligence artificielle, la capacité d'informatiser, et attention, il ne faut pas confondre la digitalisation avec l'informatisation, parce que prendre un dossier, les transformer en PDF, c'est la même chose que les laisser en papier. Voilà. La capacité est de rendre visible, utiliser, exploiter la donnée. Donc, tout ça dépend des flux. On a des flux d'entrée. Donc, les flux d'entrée sont les visites qu'on continue à faire. Et là, je vais ouvrir un autre chapitre, c'est les chapitres organisationnels, c'est-à-dire quel est le langage qu'on va utiliser, quels sont les ressources qu'on va utiliser. Alors, Présence, là, il commence à coordonner tout ça pour donner et dire on parle la même langue. Après, il y a l'autre forêt, la forêt de la CIM 10, CIM 11, et tout ça, on va compliquer la vie des gens qui, alors, moi je parle parce que je peux les faire, parce que je fais les visites, j'ai des salariés en face qui sont en difficulté, et moi je dois trouver dans les listes des thésaurus les codes pour pouvoir tracer et avoir une qualité de saisie qui soit optimale. Mais la qualité va avec la facilité de la saisie, parce que si on complique la vie aux médecins, ils préfèrent ne pas saisir plutôt que saisir des choses hyper compliquées. Donc, moi, je pense qu'ils vont ensemble. La capacité de faciliter à niveau terrain la saisie, l'harmoniser. Après, il aura toujours l'argument, je pense que Laurent les connaît bien, l'indépendance des techniques des médecins. Il a évoqué la pluridisciplinarité, donc on ne parle pas que des médecins. Hein. On a des infirmières qui prennent de plus en plus la place, et heureusement, dans la santé au travail. Et après, on a la question de l'interopérabilité. Là, on l'a traité, c'est-à-dire déjà l'interopérabilité entre services de santé au travail, que déjà ça pourrait déjà, ouvrir, débloquer les systèmes. Et après, il y a l'interopérabilité entre la médecine du travail et la médecine des soins. Je vous rappelle qu'il y a encore une cloison et qui sépare la médecine des soins de la médecine du travail. Ils ont créé un dossier médical partagé qui à la fin, c'est encore une coquille vide, parce que moi, j'ai jamais pu nourrir mes données de santé au travail, des données, sauf si c'est les salariés qui participent, et c'est lui les vrais contributeurs pour alimenter les systèmes, parce que s'ils ne donnent pas les informations médicales, nous, on est aveugles. Voilà, ça, c'était un peu mon ressenti. Et je pense que tout ça, on peut les débloquer. Voilà, c'est pour ça que je suis très optimiste et positif, ça va demander un peu de temps. Ouais. Ben, merci Benedetto, et on voit encore la foultitude de travail et de lever les craintes, mais bon, ça progresse. Laurent, de ton côté, alors, la question elle est à la fois pour toi, peut-être pour les secteurs, hein, parce que les secteurs d'activité, Fabrice parlait tout à l'heure, par exemple, des... Ma caméra, oui, pardon. Fabrice parlait, excusez-moi, Fabrice parlait tout à l'heure, par exemple, de la découvreur ou autre. Comment, parce que l'une des questions, encore une fois, c'est que vous tous, et maintenant nous tous, on en voit bien l'utilité. Mais ceux qui peuvent craindre, qui peuvent avoir une appréhension là-dessus, comment est-ce qu'ils en perçoivent, je dirais d'un certain côté, le coût qui est quelque part je m'expose et le bénéfice qui est quelque part je vais quand même justement pouvoir mieux agir et mieux agir pour mon capital humain. Laurent. Oui, ensuite Pierre-Antoine voudrait dire quelque chose. Alors Fabrice d'abord et Pierre-Antoine après, et on reprend la parole à... Oui, bah, écoutez, moi je suis pas très langue de bois, donc comme votre question était perverse, je vais plonger dedans. Non, en réalité, la vérité, elle est jamais binaire, blanche ou noire. Je dirais que des employeurs, quand ils sentent qu'on va pouvoir mettre en évidence des liens avec l'exposition professionnelle, il y a deux aspects. Il y a ceux qui ont compris qu'en réalité, mettre en évidence des liens, c'est aussi permettre de faire de la prévention primaire. Et là, je reviendrai pas sur les données qui sont connues par les CARSAT ou par des tas d'intervenants sur le fait que 1 euro investi en prévention, il n'y a pas de meilleur investissement à moyen et long terme dans l'entreprise. Hein, le ratio entre 1 euro dépensé et le bénéfice qu'en tire l'entreprise à long terme, il est connu maintenant depuis longtemps, il est même plus à démontrer. Donc il y en a qui ont compris ça et qui ne vont pas être trop gênés, mais d'un autre côté,
ils savent que si on met en évidence des liens, va pouvoir tomber la demande de maladie professionnelle, l'indemnisation ou la judiciarisation du dossier. Et il faut reconnaître que les employeurs sont un peu pris entre ces deux attirances. Donc certains qui sont plus sensibles à la prévention peut-être vont facilement nous fournir la donnée qui va permettre de créer ces liens potentiels, et puis d'autres, peut-être d'ailleurs dans ceux qui sont plus gros, les plus grands groupes, ont une certaine réticence à ce qu'on puisse mettre en évidence des liens. Je le perçois comme ça après une trentaine d'années dans le métier de la prévention. Donc question perverse, réponse franche. Merci Fabrice, parce que c'est effectivement la vraie question. Et on dirait que de façon cynique aussi, j'allais dire que la pression du marché de l'emploi, elle fait bouger les choses. C'est-à-dire que, quand on a, comme dirait l'autre, qu'à se baisser pour ramasser à l'extérieur un salarié potentiel, globalement, voilà. Hein. Mais si on est dans un truc de pénurie, là, ça devient plus compliqué. Monsieur Laurent, et puis après Pierre-Antoine. Ça y est, en récupérant le son et l'image, je partage les propos de Fabrice, bien évidemment. Pour autant, on peut quand même faire le distinguo entre les entreprises d'une grande taille, ce que disait Maître Ledoux aussi, et celles de branche. Il y a un intérêt quand même à structurer sur une partie assurantielle. Donc je sors un tout petit peu du champ en disant qui est intéressé aujourd'hui sur cette exploitation de data avec la technologie. Bon, il y a les praticiens, ce que nos médecins ont parfaitement démontré, les chercheurs, les universitaires, professeur Gouraud, c'est ce que vous aviez aussi indiqué, et puis il y a également la partie de ceux qui assurent le risque. Et il n'y a rien de mieux chez un assureur que de craquer l'aléa moral, c'est-à-dire de faire parler la donnée pour réduire, non pas l'occurrence du risque, mais sa probabilité. Et il y a un acteur qui est rentré de manière très très nette dans le monde de l'entreprise aujourd'hui, ce sont les acteurs qui gèrent les frais de santé, la prévoyance. Et on voit bien que les risques professionnels génèrent, et c'est un débat qui est maintenant national, sur l'arrêt de travail, l'augmentation des maladies professionnelles, etc. C'est un débat sur lequel peut-être l'ensemble des entreprises, qu'elles soient mutualisées au sein d'une branche ou individualisées sur leurs risques selon la taille, auront un intérêt à faire parler de la donnée de santé, peut-être même pour se prémunir de l'imputabilité qu'on leur oppose aujourd'hui. Et Fabrice le disait bien tout à l'heure, attention, responsabilité, imputabilité, ok, mais c'est souvent un débat d'experts. Et Maître Ledoux, vous le disiez, vous défendez ces dossiers d'une manière ou d'une autre aussi depuis des années et des années. Peut-être aujourd'hui, la donnée de santé va être un élément qu'on va aller rechercher objectivement pour montrer que finalement sa responsabilité n'est pas aussi imputable que ça. Et je pense que ça mettrait pas un peu tout le monde d'accord dessus, dès lors que, en plus, on arrive à chaîner ce qui est de l'ordre, peut-être, je ne sais pas, d'une faiblesse personnelle, d'un accident de la vie privée, d'un accident du travail, d'une maladie pro. Là, aujourd'hui, on ne sait pas. Et c'est là où je dis l'assureur est aveugle. Et dans ce qu'il a assuré auprès de son client, qui est l'entreprise aujourd'hui, eh bien, il y a peut-être un intérêt à aiguillonner un petit peu là-dessus. Donc, au-delà du monde de la recherche et des praticiens, je pense que c'est peut-être cet acteur un petit peu externe qui pourrait remettre sur le tapis l'intérêt à faire parler la data. C'est tout l'intérêt de l'objectivation pour, quelque part, pouvoir trancher les choses. Pierre-Antoine Alors, merci beaucoup et merci pour ces débats passionnants. Il y a, je le dis souvent, je pense qu'on est encore très immature par rapport à l'usage de ces données. Les échanges le montrent bien. On a des usages primaires qui sont un peu ce dont vous rêveriez pour pouvoir faire vos métiers de médecin spécialisé en santé au travail auprès des salariés, auprès des employeurs. Et puis, puisqu'on a cité les entrepôts de données de santé, j'ai passé les 10 dernières années en fait à faire fonctionner celui du CHU de Nantes avec plus de 200 projets par an. Cette question des données synthétiques qu'on a amenée aujourd'hui, en fait, elle vient tout en bout de chaîne des nombreuses transformations qui permettent de mettre la donnée en qualité, de la rendre utile. Mais un EDS, c'est pour des usages secondaires, c'est-à-dire des usages que l'on n'avait peut-être pas imaginés au moment ou qui sont en tout cas différents de ceux auquel on pense quand on collecte la donnée. Et quand on la collecte dans le soin, eh bien c'est pour le soin, c'est pas pour faire de l'évaluation du soin, etc. Sa légitimité, parfois même son mode de remboursement, sont bien liés à une intention première. Donc ça, je pense que c'est extrêmement important. Et la libérer du risque de flicage des salariés pour être dans la perversion et dans la provocation chère à Anne-Marie, ou bien dans des enseignements en population à l'échelle des branches, à l'échelle des sous-groupes, dont peut-être
peut-être certains veulent se prémunir, eh bien, je crois qu'en garantissant qu'on ne puisse pas remonter à l'individu ou à l'employeur, eh bien, en fait, on rend service à tout le monde. Et c'est cette relation gagnant-gagnant que les données synthétiques et anonymes bien permettent de faire. Aussi, on a des données donc qui sont plus sensibles du point de vue peut-être de l'imputabilité, mais qui permettent d'avoir un terrain commun de confiance pour pouvoir discuter. Et voilà, je serais, puisqu'on est puisqu'il est déjà 19h passé, moi je serais extrêmement preneur d'en faire la démonstration en fait sur un jeu de données que l'on pourrait perturber suffisamment pour qu'il n'y ait plus de risque pour ceux qui ont permis de générer ces données, mais qu'on puisse les partager. Je pense que notre dialogue social, notre capacité à discuter sur des données et pas sur des opinions en sera largement améliorée. Ouais. Mais merci Pierre-Antoine pour ça. Et on voit bien ce que sont les mots-clés. Alors, comme je sais pas, Jean-Luc pour la caméra, si vous voulez venir là ici, parce que comme ça, je vous arrive. Bah voilà. Si tu pouvais mettre la caméra sur Michel, ça serait sympa. Pardon. Oui, parce que juste là. Qu'on vous ait. Oui, juste ajouter un mot. D'abord, je crois que Fabrice a bien soulevé, a bien souligné l'injonction paradoxale de l'employeur, qui veut savoir sans vouloir vraiment savoir, qui est effectivement de plus en plus exposé à des procédures, je pense au projet d'anxiété par exemple, sur les problèmes de polytoxiques ou nocifs. Bon. Mais j'ai vécu moi depuis 30 ans en direct l'affaire de l'amiante. C'est vrai que si à la fin des années 60, début 70, les datas avaient révélé la catastrophe sanitaire qui s'annonçait, puisqu'il a fallu attendre que l'INSERM lance l'alerte au début des années 90, on n'en serait pas là aujourd'hui. Hein. On n'aurait pas attendu 80-91 pour interdire ce matériau. Hein. Et tout ça a coûté très cher, notamment aux entreprises qui ont exposé leurs salariés, parce que vous le savez, les compagnies d'assurance n'assurent pas l'amiante. Hein. Donc les entreprises, et quelques entreprises qui ont exposé massivement, ont payé ça très 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 cher, même en France. Hein. Tout simplement parce que les dommages et intérêts accordés dans le cadre de la faute inexcusable n'ont pas été payés par les compagnies d'assurance. Donc on voit bien que plein de gens auraient fait beaucoup d'économies. D'abord, on aurait probablement limité les dégâts de point de vue sanitaire, et beaucoup d'entreprises auraient gagné de l'argent pour en revenir, parce que c'est quand même le nœud du problème. Hein. C'est aussi, en tous les cas, l'éthique, c'est bien gentil, mais dans les entreprises, les problématiques financières sont évidemment importantes. Hein. Bon, et on voit bien que ces études épidémiologiques, avec le data, qui en temps réel, très rapidement, peuvent souligner des risques émergents et des pathologies, sur l'affaire de l'amiante, hein, ça aurait probablement méchamment limité les dégâts, à mon avis. Oui, ce que vous dites est vraiment fondamental. Mais, et là, on va avoir, enfin, on voit bien tout le chemin de méthode et de droit d'ailleurs qu'il va y avoir pour différencier, j'allais dire, les impacts et les analyses individuelles, donc globalement sur les personnes. Idem en matière de santé pure. Par exemple, ce qui est la question que j'avais posée à les filles dont je parlais, Stéphanie Lassonnière, et qui était sur tel ou tel type de pathologie, pour le coup, typiquement professionnel, donc genre les TMS ou autre. Quand est-ce qu'on fait l'équivalent de jumeaux numériques pour pouvoir justement anticiper et donc prévenir les choses ça, bon. Et puis il y a les traitements de type collectif, et là ce que vous expliquez tous les uns les autres très, très bien, et qui étaient soit sur des segments, soit sur des entreprises, soit sur des métiers, soit sur des tranches d'âge, et qui permettent des choses absolument fantastiques. Donc vraiment merci là-dessus. Est-ce que Sabrine et Caroline sont toujours là, parce que je trouve que ça aurait été bien d'avoir aussi votre les questions perverses aussi pour vous, parce que c'est là cette fois-ci on est dans un lieu clos, hein, c'est peut-être plus facile, et c'est quelque part aussi peut-être plus compliqué encore que l'interentreprise pour ces raisons, j'allais dire, de type politique finalement, de politique interne. Voilà. Comment vous êtes regardés en interne chez vous, mis à part le fait que vous êtes toutes les deux hyper sympathiques et que votre truc sur les autres questions, j'allais dire, tout ce qui est véritablement prévention, soins et qualité d'écoute, c'est génial. Mais sur cette question-là, voilà, de data. Ouais. Alors nous, on a de la chance qu'on est soutenus par notre... Donc on a carte blanche pour faire des études ou pour traiter nos données. Donc on est aidé par la DRCI. La DRCI, c'est en fait la direction de la recherche clinique et l'innovation. Donc c'est une grosse équipe au sein de l'établissement, et ils ne font que publier, travailler avec des biostatisticiens, parce que nous on ne sait pas trop faire.
Donc il nous aide sur toutes nos études. Donc on a 4 personnes référentes pour le centre prévention et travail. Donc on a cette chance. Bah écoutez, bravo, c'est bien. On est tous en train d'attendre un peu, j'allais dire, les prochaines étapes, et les prochaines étapes qui vont être, quand est-ce qu'on aura des résultats, par exemple, globalement chez vous, quand est-ce qu'on va pouvoir, ce que vous disiez les uns les autres, mutualiser, faire non seulement de l'inter-entreprise, mais au moins de la région, et ensuite de l'inter-région. Voilà. Est-ce que je peux demander à mon président... il faut qu'il branche sa caméra, si je peux me permettre. Peut-être parce que là, on a dépassé de 13 minutes. Bravo, merci à tous et autres d'être encore là. Ça, vous direz, voilà, c'est bon. On va mettre... Ouais. Moi, ce que je ressens, c'est que je crois que tout le monde a envie de progresser, mais tout le monde risque de se heurter à « faut pas que ça m'embête ». Ce « faut pas que ça m'embête », il peut exister partout, chez l'employeur, chez l'employé, dans les services de santé au travail. Et nous, notre but au Cercle Entreprise et Santé, c'est de mettre en communication pour trouver ensemble les meilleurs moyens de progresser plus vite. Sur les data et leur exploitation, il y a un champ nouveau. Il y a des techniques nouvelles, il y a des efforts à faire, y compris, ça a été bien dit dans notre discussion, sur la captation des données. Il y a des progrès à faire pour aller plus vite qu'on l'a fait, pour dire il faut un identifiant unique. Les services de santé au travail se sont butés, ceux qui voulaient avancer, au fait que la Sécu, la Sécurité sociale, ne voulait pas d'identifiant unique. C'est nécessaire pour le progrès. Donc il y a une partie des progrès à faire qui sont comment améliorer le système de captation des données. On a eu une décision bonne qui a dit tous les DMST devront être numériques. J'espère que ça suit et que ça s'est bien fait partout. Et c'est important pour qu'ensuite on puisse faire des études. Et des études qui là aussi peuvent déranger. Mais l'intérêt que tout le monde met à la sécurité santé au travail permet, je crois, d'avancer comme vos exemples montrent. Vous avez apporté des exemples où on voit bien qu'on peut faire des études, utiles, profitables, et nous, ce que nous souhaitons, c'est que par ces échanges, le champ des initiatives se développe de plus en plus sur un domaine un peu nouveau, qui est l'exploitation massive de données bien récoltées. Voilà, et donc merci à tous pour ce que vous avez apporté chacun dans votre domaine. Oui, merci, un grand merci, on est très content de progresser là-dessus, on va continuer si je peux me permettre. Alors, je ne sais pas si la pauvre Catherine le rapinatel, donc ça c'est la prochaine étape, ça va être de mettre en relief aussi d'autres avancées très fortes, et donc à bientôt là-dessus, j'allais dire dans les 2 mois, et moi ce que je voulais vous dire, donc d'abord merci, et merci à tous. Grâce à Jean-Loup, on aura le replay et le compte-rendu que je fais. Lundi, disons le 29 ou plus tard, parce que moi je risque d'être un peu plus à la traîne, parce qu'il faut que je gratte le compte-rendu, même si je suis aidé. Et puis les prochaines étapes, quand même, pour les membres internes du cercle, donc on se retrouve ici même le 8 octobre, mais à l'heure du déjeuner, avec, et merci Michel d'être là sur les enjeux de RPS, de santé mentale, et les nouveaux enjeux qui sont aussi les dimensions juridiques et judiciaires du dialogue social. Et puis un peu plus lointainement, au mois d'octobre, alors finalement toujours sur ces mêmes questions, sur quelqu'un que j'aimerais bien vous faire rencontrer, Michel, et qui est le président Luc Brunet, qui va venir, donc qui est un Canadien qui est spécialiste, j'allais dire, des questions de psychologie du travail, d'organisation, et plus particulièrement de management, et de management toxique, donc là qu'on équilibrera par le management positif. On aura, pour ceux qui sont en France, en présentiel, mais il y aura bien sûr des replays, les 14 et 16 octobre, une carte blanche qu'on aura avec lui, avec différents professionnels pour débattre avec lui, et puis toujours sur nos questions d'innovation, donc l'autre truc sur le plan des équipements et des dispositifs d'assistance physique, notre 23e
UX Forum d'exosquelettes dans le cadre de Préventica, toujours sur les questions d'anticiper la pénibilité et les vulnérabilités physiques, avec toujours des témoins et des témoins de terrain. Donc on aura un maréchal Ferrand, et puis l'autre je ne sais plus, mais enfin c'est le même genre, et puis une ouverture sur ce que sera l'avenir, c'est-à-dire que dans 2-3 ans, la France étant, comme le Japon et d'autres, atteinte de vieillissement prononcé, pour les emplois de manutention industrielle ou autre, on aura aussi des robots androïdes, et il y en a un, première mondiale en France qui est en train de se préparer. Voilà, un grand merci à vous tous, et donc d'être des fidèles de ce côté-là. Merci Benedetto, merci Sabrine et Caroline, Fabrice, Pierre-Antoine, Laurent, qui est-ce qui a disparu que j'ai pas vu là, si Fabrice et voilà, et Laurent, et Michel, et à vous tous, et donc à tout bientôt pour la suite. Vous avez été géniaux comme d'habitude. Merci et bravo à Anne-Marie. Merci, voilà. Merci à vous tous, bonne soirée.